Alors, bon, alors, donc, donc déjà, le cours, puisqu'en vérité, les quelques choses qu'il y a à manger ont été offertes, les Nishmat de Habibi Ben Mevorach. Donc, on va faire le cours aussi pour Habibi et le Nishmat de Habibi Ben Mevorach pour tous ceux qui ont besoin. Bon, aujourd'hui, nous allons clôturer l'étude du Rambam. L'étude du Rambam, c'est Rabbi Moshe Ben Maimon, c'est un des plus grands maîtres de la Torah. Alors, tout d'abord, avant de commencer, parce qu'on va un peu étudier ce que le Rambam il a fait. Donc, avant de commencer, on va expliquer pourquoi je dis on clôture l'étude du Rambam. C'est-à-dire quoi on clôture l'étude du Rambam. Alors, il faut savoir que grâce au Rabbi, en tout cas grâce à cette étude-là qu'on est en train de dire et qu'on va faire, et ben grâce à cette étude-là, le Rambam il a été connu, reconnu, reconnu mondialement par rapport à tout ce alors qu'il mérite largement, mais c'est un peu le Rabbi à travers ce qu'on va expliquer tout de suite qui a vraiment fait sortir vraiment en avant le Rambam. Je crois qu'il faut décaler tous les cours à 21h, parce que c'est à 21h que les gens sont dispo. 20h30. Vous ne commencerez pas avant. Hein? Si vous le faites, vous ne commencerez pas avant la séance. Okay. Parce que les gens, ils viennent toujours après. Quelle que soit l'heure, même si vous mettez 10 heures. Bao Chaba. Ah non, non. Alors, et donc, qu'est-ce qui se passe? Et donc, le Rabbi a demandé, il y a quelques années, ça fait presque 40 ans maintenant, donc il avait demandé de faire une étude spéciale du Rambam. Alors, c'est quoi le Rambam? En vérité, le Rambam, Rabbi Moshe Ben Maimon, c'est le nom d'un très, très grand maître qui a, des fois je ne sais même pas comment c'est possible d'avoir toutes ces qualités-là dans une seule et unique personne. Mais c'est la réalité. C'était un grand maître de la Torah, un grand maître dans toutes les sciences, sultan, médecin du sultan. Bon, il avait je sais pas, je sais même pas comment c'est possible d'atteindre ce niveau-là. Bon, mais concrètement, ils le font. Et donc, oui, mais bon, voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et ce Rambam-là, on va étudier un peu la préface du Rambam dans le livre. Et donc, le Rabbi a demandé, alors, qu'est-ce qu'il a fait le Rambam? Il a écrit un livre qui rassemble toute la Torah. Quand on dit on étudie la Torah, ça veut dire quoi étudier la Torah? Alors, la base du terme, on étudie la Torah, la base, c'est-à-dire quand on dit on étudie la Torah, le fondement de étudier la Torah est égal à apprendre les 613 mitzvot. C'est ça la base. Lorsque Moshe Rabbeinu est redescendu du Har Sinaï il enseignait la Torah matin, midi et soir, qu'est-ce qu'il faisait? Il enseignait les 613 mitzvot. Les 613 mitzvot que nous avons sont la Torah que Hachem nous a donnée et que nous devons l'apprendre. Et bien en fin de compte, le job de Moshe Rabbeinu, c'est de nous apprendre les 113 mitzvot. Sauf que tout ce que vous voyez ici ne traite pas automatiquement des 113 mitzvot. Il y en a qui vont traiter et qui vont expliquer la Torah. Il y en a qui vont expliquer un peu le Zohar. Il y en a qui vont expliquer. Mais en fin de compte, tout ce qu'on va pouvoir étudier dans la Torah, en fin de compte, la source, même pas la source, la chose recherchée, c'est comprendre une des 613 mitzvot. Voilà. Étudier la Torah est égal les 613 mitzvot. Sauf que des fois, pour comprendre bien, quand des fois on va à l'université pour apprendre ou je sais pas quoi, et des fois on a besoin de faire un grand parcours large. De toute manière, quand on arrive à l'université pour comprendre des choses très pointues, en fin de compte, vous avez commencé à étudier quand vous étiez au GAN, à l'école, en CP, etc., etc. Et après, vous apprenez des choses pointues. Donc, des fois, on a besoin d'une large connaissance pour pouvoir mieux maîtriser un sujet. En fin de compte, dans la Torah, Havdil, donc des fois, on a besoin d'une connaissance pointue dans un sens d'un pasouk ou d'un autre pasouk, d'une explication sur David Ameller, d'une explication de choses, pour au final comprendre la Torah. Donc à tel point que, en vérité, même le livre Bereshit, il est censé ne pas exister dans la Torah. Pourquoi? Parce que la Chachamim demande, on va prendre le livre de Bereshit, puisqu'en fin de compte, tout le but de la Torah, c'est d'enseigner les mitzvot. Bien Rashi répond, il dit parce qu'on avait besoin de Koach Ma'asav V'Gidlamo, de montrer à tout le peuple et à tout le monde quelle est la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, et plein d'autres raisons.
plein d'autres raisons. Mais sinon, la base, quand on dit le mot étudier la Torah est égal les 113 autres. À tel point que pendant beaucoup d'années, ceux, surtout du côté Ashkenaz, ils étaient contre l'étude de la Kabbale. Pourquoi ils étudiaient la Gemara, la Halakha, mais ils n'étudiaient pas la Kabbale? Dans leur tête à eux, ils se disaient, mais la Kabbale, ce n'est pas les 113 autres. Des choses, c'est des secrets. En fin de compte, tu vas étudier les secrets une fois que tu as maîtrisé la base. Okay. Donc, en fin de compte, cela veut dire que absolument tout le monde comprend que étudier la Torah est égal à 113 autres. Sauf que, de la même manière que quelqu'un qui aime le sucre et qui va manger un gâteau parce qu'il est sucré, c'est sa première vision à lui. Une autre personne, il va comprendre qu'il lui sait cuisiner, ben, il va comprendre comment on cuisine et comment on arrive à ce gâteau. Une autre personne qui est fabricant de sucre, il va comprendre comment on fabrique le sucre qu'on met dans le gâteau. Une autre personne qui est diététique, il va comprendre encore mieux les aliments. Et en fin de compte, on va mieux comprendre plus profondément. Mais en fin de compte, on va tous comprendre différemment le gâteau. Mais en fin de compte, le gâteau, c'est ça la base de la réflexion. Les 113 mitzvot sont la base de la réflexion du principe de Hagita Bo Yom V'Layla, qu'il faut étudier à Torah tout le temps. C'est le principe d'étudier les 113 mitzvot. Voilà. Okay. Et donc, lorsque Moshe Rabbeinu, il est descendu du Har Sinaï, qu'est-ce qu'il a fait pendant 40 années? Pendant 40 années, il a enseigné les 613 mitzvot. Donc, les Bnei Israël ont reçu les 613 mitzvot petit à petit pendant les 40 années. Donc, il se levait le matin, on allait au Beth HaMidrash. Au Beth HaMidrash, Moshe Rabbeinu, il disait, allez, mitzvah numéro 1, Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzaticha Meretz Mitzrayim, Mivet Avadim, je suis Hashem ton Dieu. Qu'est-ce que veut dire Anochi? Qu'est-ce que veut dire Elohi Elecha Elokim? Qu'est-ce que ça veut dire je suis Hashem ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte? Pourquoi Dafka qui t'a fait sortir d'Égypte? Pourquoi pas qui a fait la création du monde? Allez, vous avez compris, mitzvah numéro 2, Elohi Elecha Elokim Acharim Al Panai, etc. On a terminé toutes les mitzvot. On recommence. Et à chaque fois, on va expliquer. Comme il va y avoir des questions, comme il va y avoir des réponses, donc ça va s'étoffer. Mais la base de l'étude de la Torah est égale à 613. Ok, très bien. Maintenant, donc qu'est-ce qu'il a fait le rabbi? Il a institué. Ah, pardon. Et donc, le Rambam, et on va le voir dans quelques instants le pourquoi, le Rambam a fait un travail inédit, voire quasiment exclusif. Il a écrit un livre qui va traiter de toutes les mitzvot de la Torah. Je pense que c'est le seul, et a priori c'est le seul livre comme ça. C'est-à-dire quand vous avez le Shulchan Aruch, et en vérité nous tous on va d'après le Shulchan Aruch, quand vous avez le Shulchan Aruch ne traite que des choses, que des halachot contemporaines. Tout ce qui n'est pas contemporain, le Shulchan Aruch ne traite pas. Vous ouvrez le livre, on ne parle pas de ce qui n'est pas contemporain. Comme les sacrifices ne sont pas contemporains, ce qu'on appelle le Beth Amikdash, le Shulchan Aruch ne l'ouvre même pas le sujet. Le Beth Amikdash, il n'ouvre pas le sujet. Tout ce qui est pas lié à tout ce qui n'est pas contemporain, tout ce qui n'est pas lié avec la galoute, dans le cas de les autres livres ne le traitent pas. Ils vont les traiter dans d'autres circonstances, mais en tant que livre de halakha. Donc le Rambam, quand on dit le Rambam, c'est le nom du rabbi, Rabbi Moshe ben Maimon. Mais en vérité, le nom du livre, il s'appelle le Mishneh Torah. Mishneh Torah veut dire la répétition de la Torah. Donc le Mishneh Torah, lui par contre, il traite toutes les 613 mitzvot du début jusqu'à la fin. Et c'est un livre extraordinaire. C'est l'anti-sèche de tous ceux qui étudient la Torah. Dès qu'on a un problème, parce qu'une mitzvah, on ne la comprend pas, tac, on va voir la référence et on va regarder dans le Rambam. Quand vous ouvrez la Gemara, dans la Gemara, tout le temps, il y a deux sortes de références. Référence de halakha, référence du Rambam. Référence de halakha, référence du Rambam. Il est quasi omniprésent. Ce que le Rambam a fait, c'est extraordinaire. Et donc, qu'est-ce que le Rabbi a fait? Il a demandé à ce qu'on étudie le Rambam un peu tous les jours. Donc, il a donné trois parcours, deux parcours qui sont reliés et un parcours qui a un parcours différent. Donc, on peut l'étudier en un chapitre tous les jours. On ouvre, le Rambam il est divisé en chapitres, un chapitre tous les jours, ce qui nous fait terminer tout le livre entier en 3 ans. Après, on a la deuxième manière qui est 3 ans. Donc, la deuxième manière, bah oui, quand on dit qu'on étudie la Torah,
toutes les 613 mitzvot, c'est que 613. On était même en étudiant une mitzvah tous les jours, on est à 2 ans. Ok? Donc en fin de compte, c'est possible de connaître, en tout cas les principes des 613 mitzvot. Ensuite, si maintenant tu l'étudies en 3 chapitres par jour, ben, tu le termines en 1 an. Et on a l'étude de seulement des mitzvot. Alors, c'est quoi les mitzvot? Eh bien, par rapport à l'étude des 3 prakim par jour, des 3 chapitres par jour, eh ben, dedans, on traite à chaque fois de quelques mitzvot. Et donc, si vous ouvrez Internet, vous allez étude quotidienne Rambam, et vous allez avoir l'étude du Sefer Mitzvot. Sefer Mitzvot, c'est un livre parallèle que le Rambam a écrit par rapport au Mishneh Torah, et que lui, il traite seulement de l'énoncé des mitzvot. L'énoncé, 3-4 lignes. Il ne rentre pas dans les détails, il ne rentre pas dans les détails, il rentre juste dans le principe de la mitzvah. Donc, en fin de compte, une fois qu'on a étudié tous les jours, un peu, tous les jours, vous ouvrez vos applications, tous les jours, on fait un peu le Rambam, et donc vous étudiez étude du jour, c'est faire un mitzvot, et tous les jours, vous allez avoir la mitzvah. Donc, des fois, c'est la même mitzvah qu'on va répéter 2-3 jours, tant qu'on termine le parcours, et après, on va recommencer avec des autres mitzvot, et au final, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, avec la révision, ben, vous avez une idée générale des 613 mitzvot que tu nous as données. Pour Non, au contraire. Au contraire. Le Rambam n'a pas traité de sujet. Tous les autres livres de halakha ne traitent que de sujets contemporains. Je parle quand je dis sujets contemporains, c'est-à-dire des sujets qui sont d'actualité. Quand je dis actualité, surtout au niveau de la halakha, c'est-à-dire toutes les mitzvot qui sont liées avec Israël, oui, mais toutes les mitzvot qui sont liées avec Israël par rapport à aujourd'hui. Un exemple, le défrichage de la terre, la shemitah et tout ça. Mais il n'a pas parlé du jubilé. Parce que le jubilé, c'est une fois tous les 50 ans, et c'était à l'époque du Beth Amikdash. Tout ce qu'aujourd'hui on n'accomplit pas, tous les autres livres de Halakha n'ont pas traité, en tout cas de manière complète. Il y a 800 ans. Il a. Ouais. Non, non, pardon, je me suis mal exprimé. En fin de compte, le Rambam, il n'a pas regardé qu'est-ce qui était d'actualité, pas d'actualité. Le Rambam a tranché sur toute la Torah entière. Tous les autres maîtres ne se sont pas aventurés. Tous les autres maîtres, ils ont écrit, en fin de compte, l'ancêtre du Shulchan Aruch est appelé le Tour. Et après, on va voir dans quelques instants, on va voir quelques petites choses. Et en fin de compte, le Shulchan Aruch, le livre de base pour quasiment tous les juifs, après il y a les juifs ashkénazes, les Sfarad, etc. Et c'est quasiment le livre de halakha de base pour tout le monde, c'est un incontournable qui a été écrit par Rabbi Yosef Karo. Rabbi Yosef Karo, il a écrit son Shulchan Aruch par rapport aux lois qu'on pratique aujourd'hui. Mais les lois qu'on pratiquait à l'époque d'Eretz Israël, quand il y avait le temple, le Shulchan Aruch n'en parle pas. Pourquoi? Comme on n'en a pas besoin aujourd'hui, non, il ne l'a pas traité. Le Rambam, donc le Mishneh Torah, est le seul livre qui traite de toutes les mitzvot de la Torah. Yes? Alors, donc, mais ce qui est intéressant, c'est la puissance d'écriture et la puissance incommensurable de ce livre. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Comme le rabbi voulait, que les juifs connaissent plus de la Torah, et que ça soit aussi accessible à tout le monde, et que ce soit un peu plus rapide et un peu plus facile. Donc, en fin de compte, le rabbi a institué ces 3 parcours-là, afin qu'au final, tous les bénis Israël, tous ceux qui sont inquiets un peu sérieux, au bout d'un an, au bout d'un an ou 3 ans, ben, en fin de compte, il accède à toute la Torah, toute la Torah entière, parce qu'en vérité, c'est notre travail en tant que juif d'étudier la Torah. Yes? Il y a des traductions. Voilà. Aujourd'hui, vraiment, le travail a été fait. Ouais. Vous allez sur. Oui. Du livre, pas simplement de. Mais que traduction, pas d'explication. En français, il n'y a pas d'explication. En hébreu, il y a plein d'explications sur le Rambam. C'est un livre de base, donc il y a plein d'explications sur le Rambam. En français, c'est essentiellement que la traduction. Mais elle est très bien faite. Et au passage, c'est peut-être un moment de rappeler pour ceux ou celles qui veulent s'abonner au Dvar Malchut. Dvar Malchut, c'est un feuillet des études quotidiennes qu'on doit faire. Donc vous en avez un ici. Des études quotidiennes qu'on doit faire par jour, et qui est travaillé par le Bet Rabbah de Natania, et Rav Mazouz, et il est extrêmement bien fait. Et donc, il y a le Rambam journalier qui est traduit en français tous les jours. Donc, alors, il y a des passages qui sont intéressants, il y a des passages qui sont ennuyants, comme dans tout. Quand on va traiter de la fabrication des ustensiles au Beth Amikdash,
on va dire, chose, tout ce qui est pur et impur. Et il y a des passages qui sont ultra intéressants, parce que de toute façon, la Torah, elle est très riche dans tous les domaines. OK? Mais en tout cas, ils ont fait un travail Mais ça, extraordinaire. Par exemple, c'est quelle période de temps? C'est quelque chose Alors, pour par un exemple, mois, pour une excusez-moi. semaine, pour un Alors, jour? ce livre-là, ça coûte, je crois, 180 € par an. Oui, C'est rien du tout, la vérité. mais c'est l'étude, Et, un et, exemplaire et par comme ça. exemple, alors, aujourd'hui, sur le un chapitre, voilà, ça c'est par semaine, vous recevez ça. Chaque facile, c'est une semaine. C'est Et pas là, d'une semaine. et là, par exemple, en ce moment, pour ceux qui étudient le Rambam, un chapitre, ils sont en train d'étudier les lois concernant les vœux. Les vœux. Les vœux. Et dans un mois, ça sera les lois concernant toute l'agriculture, concernant. Et donc, il y en a qui sont intéressants, il y en a qui sont. Hein? Il y a aussi le chômage, il y a le chômage, un peu Tania, c'est les gens ont fait des bons en avant de connaissances en Torah grâce à ce livre, à ces fascicules. Ok, très bien. Alors maintenant qu'on a travaillé cette première préface, et donc en fin de compte, aujourd'hui, nous clôturons total, aujourd'hui dans la journée, on a clôturé l'étude de toute l'année entière. C'est un moment très très important. Et donc dès demain, donc dès ce soir, dès demain, on va commencer le nouveau cycle d'études du Rambam. Donc la vérité, mettez vos alertes, vos notifications, téléchargez le Rambam, comme ça tous les jours, vous allez pouvoir peut-être avancer avec cela. Et vraiment, vraiment, c'est extraordinaire. Hein? Alors, ça dépend. Si vous faites le chapitre entier, bon, il y a des passages ennuyants. Ça, je vous laisse les passages ennuyants. Et en fin de compte, ça prend peut-être une demi-heure. Non, il n'y a pas de simple femme. Il n'y a pas de simple femme. Alors, dans ce livre-là, vous avez plein de choses extraordinairement intéressantes. Mais sinon, non, non. Alors, pour vous donner un exemple, je vais vous donner un exemple d'aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple d'aujourd'hui, ce que vous devez apprendre. Je vais vous donner un exemple. Ouais. Je vais vous donner un exemple d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est mardi. On est mardi. Je vais vous donner un exemple pour vous dire à combien les trois parcours, ils sont très, très simples. Donc, aujourd'hui, vous allez voir, vous vous accrochez bien à vos sièges. Voilà ce que vous devez apprendre aujourd'hui. 5 mitzvot. La première mitzvah, c'est de savoir qu'on doit oindre le Kohen qui va dans la guerre avec les Juifs. Deuxième mitzvah, qu'il faut que le Khatan qui vient de se marier va aller en guerre pendant la première année. Troisième mitzvah, que si maintenant il va pas à la guerre et il doit quand même aider, mais il ne doit pas aider des choses qui le fatiguent, que ceux qui vont en guerre, ils n'ont pas le droit d'avoir peur. C'est une interdiction. Un instant. Ils ont une interdiction d'avoir peur. La mitzvah de lorsque maintenant on rencontre une femme en pleine guerre, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas. Voilà, 5 mitzvot à connaître. C'est pas beaucoup. Et à la fin de l'année, année après année, on se rappelle de tout. Il y a des fois où il y a une seule mitzvah. Il y a des fois où il y a une seule mitzvah. Oui. Dans le Vamachot, c'est à la fin de chaque journée. À la fin de chaque journée. Non, il n'y a pas d'application en français de Vamachot, non. Non. Ah oui. Vous téléchargez l'application sur la. Vous téléchargez Rambam, R-A-M-B-A-M. Ok, et vous avez les mitzvot de chaque jour avec la traduction. C'est quelque chose de très très intéressant parce qu'en fin de compte, on reste connecté avec la Torah et on apprend tous les jours en fin de Torah. Ok. Quand vous dites à partir de demain, on reprend. Ceux qui ont fini, ils recommencent depuis. Ah oui, tous les jours. C'est une étude quotidienne. C'est une étude quotidienne. Mais la deuxième année avec une autre approche. Chacun à son niveau. Mais tous les ans. Donc là, par exemple, pour demain, qu'est-ce que ça va être? Je ne sais pas si demain il y aura des mitzvot à étudier. Il y a le choix, hein. Il y a Rambam application, Rambam Perek Yomi. Demain, il n'y a pas d'étude du Rambam parce que. Ah, si. Demain, c'est l'introduction. Donc, c'est un peu plus costaud. Mais c'est extrêmement intéressant. OK? Yes, Claire? Claire, très bien. Alors maintenant. Hein, comment? Alors, donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors, maintenant, on a fait. Alors, grâce à cette étude-là, en fin de compte, on se connecte à tout le ministère, parce qu'en fin de compte,
on fait tous un, et donc chacun, dans beaucoup de juifs, l'étudie chaque jour, et vraiment énormément, même des gens qui ne sont pas Chabad du tout, ben, ils l'étudient parce que ça fait une vraie révision constante de toute la Torah entière. Ça, c'est une première chose. Et donc, en fin de compte, aujourd'hui, on a terminé. Et demain, on va recommencer la préface. Et je voudrais travailler 1 ou 2 points avec vous qu'on va traiter de la préface. OK? Avant de commencer, je vais vous poser une question. J'adore la poser, parce que c'est le rabbin qui nous l'enseigne. Et en fin de compte, elle est tellement fine, la question et la réponse, qu'en vérité, c'est... Alors, question. Quel est le facteur numéro 1 de la diffusion du savoir sur Terre? Vous pouvez répéter la question. Alors, quel est le facteur, Et le facteur. donc le facteur Ouais. numéro 1 pour accéder et pour la diffusion de la connaissance et du savoir sur Terre? Savoir lire. Savoir lire. Lire, La parole. la parole, l'enseignement, médite, l'éveil. Facteur numéro 1 de la diffusion du savoir et de la connaissance. D'accord? Transmission. Pour la transmission, il faut savoir lire. Ok, donc lire, les livres, la transmission, quoi d'autre? Alors ça, c'est pour apprendre. C'est pour apprendre. C'est pour la diffusion du savoir. Le faire soi-même. La confiance. La confiance en quoi? Ah. Le respecter soi-même. Là, vous êtes plus dans pour apprendre. Si maintenant je veux apprendre, comment je fais? Je vais avoir confiance dans mon enseignant. Et pour la diffusion du savoir sur Terre. Donc, il y a plus de savoir ou il y a moins de savoir. Il y a des époques où il y avait l'obscurantisme. Donc, quel est le facteur numéro 1 de la diffusion du savoir sur C'est Terre? la volonté d'apprendre. Et quel est le facteur numéro 1 pour avoir la volonté d'apprendre? Quel est le facteur numéro 1 pour avoir la diffusion de la curiosité sur Terre? Avoir des yeux. C'est une question intéressante. Vous avez bien vu qu'il y avait des époques où ils étaient bêtes. Il y a des époques où il y a plus de connaissances qu'une autre époque. Dans les moyens. C'est différent. Aujourd'hui, on va dire que c'est grâce à Internet, Les moyens. à l'époque, c'était Qu'on nous permette d'accéder au savoir. personne qui s'éveille la volonté de. Ben, si c'est tellement évident, répondez à la question. Il y a eu des époques où on empêchait les gens d'apprendre. Il faut qu'il y ait la volonté politique de laisser les gens apprendre aussi. Alors ça, c'est une époque d'obscurantisme. C'est ça. Très bien. Obscurantisme, c'est une chose particulière. Hein? Elle est tellement intéressante, cette question. Vraiment. C'est qu'en fin de compte, et de cette réponse-là, que vous allez voir. La liberté. Et les moyens financiers. Vous avez dit quoi? Les moyens financiers. Là, c'est quoi? Ah. Un moyen financier. Le facteur numéro 1 de la diffusion du savoir sur Terre, c'est en combien de temps une personne arrive à avoir sa parnassa. Sa parnassa. Voilà. Il y en avait pas dit Ah, mais j'y arrive. Si vous veniez pour apprendre des choses que vous connaissez déjà, pas besoin d'apprendre, pas besoin de venir. Vous venez ici pour apprendre des choses que vous ne connaissez pas. Bravo. Donc, le facteur numéro 1 de la diffusion du savoir sur Terre, c'est en combien de temps ça te prend pour avoir de quoi manger à la maison. C'est tout. En gros, en termes un peu plus techniques, Je suis pas convaincue. si vous me laissez 3, regardez, moi j'ai devant moi un compteur. Si vous me laissez 3 minutes d'affilée, je vous explique tout. En général, c'est mon job à moi c'est mon job d'expliquer. Elle et son mari, je comprends. Hein. Ah, il me lâche pas. J'ai pas le droit. Hein. Alors, non, mais laissez-moi expliquer. Donc, en gros, c'est combien de temps, en gros, hein, très vulgairement, combien de temps ça te prend pour obtenir de quoi manger à la maison pour toi et tes enfants. Si ça te prend
20 jours, pas de possibilité de diffusion du savoir. Si ça te prend 22 jours, 23 jours, 24 jours, 25 jours, 26 jours, quasiment impossible. Si ça te prend 15 jours, c'est peut-être un peu plus facile. Si ça te prend une semaine, alors quand je dis une semaine, ça te prend 8 heures par jour pendant une semaine, 2 semaines pour avoir de quoi manger, je pense pour la majorité, en tout cas pour une vraie possibilité de gens, donc la diffusion du savoir aura lieu. Si maintenant ça te prend un mois entier, quand je dis un mois entier, c'est-à-dire qu'en fin de compte, tu travailles toute la journée, tu n'es pas sûr d'avoir de quoi, tu as à peine de quoi avoir mangé le lendemain. Le lendemain, tu retravailles, tu as à peine de quoi avoir mangé pour le lendemain. Et en fin de compte, tu passes toute ta vie à courir pour être sûr et certain que ta femme et tes enfants, ils vont avoir de quoi manger. Donc, il y a zéro marge, zéro possibilité de faire entrer autre chose dans sa tête. Le gars, il va dormir, il s'inquiète déjà de ce qui va se passer demain. À partir de quand la diffusion du savoir est facile, c'est lorsque la parnassa est facile. Alors, quand je dis la parnassa est facile, bien évidemment, il y en a qui galèrent plus que d'autres, etc. Mais peu importe, on travaille tous à 35 heures. Il y a combien d'heures dans la semaine? Ouais, dans une semaine, il y a combien d'heures? Ah, ça fait Non, combien? je sais pas le faire. Ah, bah voilà. Donc, il y a combien d'heures? Il y a peut-être 150 heures dans la semaine, je sais pas. Il y a plus de 150 heures. Donc, c'est-à-dire que tu travailles 35 heures, mais tu as 150 heures de disponible. Qu'est-ce que tu vas faire pendant ces heures de la disponible? Donc, même si au final, j'arrive pas à avoir une grande parnassa en 35 heures, bien, même si j'arrive pas à avoir une grande parnassa en 35 heures, je vais avoir 1500 euros. Peut-être moins, peut-être plus. Mais concrètement, c'est 35 heures. Donc, après, il me reste du temps. Et en plus, je suis en sécurité. Et en plus, etc. Ce qui fait que le reste du temps, on peut développer l'art, on peut développer des hobbies, et on peut développer autre chose, on peut aller étudier. Peu importe qu'est-ce qu'on va étudier, un instant, peu importe ce qu'on va étudier, on va étudier. C'est pour cela que si vous êtes honnête, vous verrez que à chaque fois, les pays, les époques où il y a eu de l'art et de la renaissance intellectuelle, c'était toujours dans les pays riches. Et aussi pour cela que si vous regardez bien sur l'histoire et le plan d'Europe, les communautés juives d'études et d'yeshivot se sont déplacées avec les centres financiers. Avec les centres financiers. Pourquoi avec les centres financiers? Si. L'Europe a toujours été plus riche que tous les autres pays du monde. Donc, en fin de compte, il y a eu beaucoup de Torah en Europe. En Europe eux-mêmes, à travers les croisades, la France est un pays où il faisait rentrer plus d'argent. En Angleterre, il y a toujours une grande communauté juive. Il y a eu une communauté juive en Espagne, jusqu'à qu'il y ait eu l'Inquisition. Et en Espagne, pourquoi? Parce que c'est un pays qui avait beaucoup, beaucoup d'or du Mexique, qui récupérait du Mexique. Après, le Portugal, ça n'a pas duré longtemps. OK? Et en fin de compte, ça a bougé. Après, dans les pays arabes, il y avait une plus large stabilité, moins d'argent, mais plus de stabilité. Okay? Mais en fin de compte, les âges d'or de l'étude de Torah en Europe ont toujours coïncidé avec le déplacement des flux financiers. À Venise, il y a eu un ghetto, il y a eu aussi un moment d'âge d'or de l'étude. Pourquoi? Parce que Venise, étant donné qu'elle est sur la mer, et ben, en fin de compte, c'est une plaque tournante des épices à l'époque, etc. Okay? Donc, en fin de compte, et au passage, Shalom Aleichem, Baruch Haba. Et au passage, c'est un peu ce genre de problème-là, qu'on a eu à Purim. À Purim, le souci qu'on avait. Quel plaisir de vous voir. Alors, et on a eu à peu près ça, le problème qu'on a eu à Purim. C'était quoi le problème à Purim? À Purim, les Juifs, ils étaient aussi, on ne va pas dire assimilés, à l'époque, ce n'était pas l'assimilation le problème, mais le problème, il était qu'ils étaient dans la ville impériale. En étant dans la ville impériale, eh ben, ils avaient accès à tout le flux financier de Achashverosh. Parce qu'en fin de compte, quand tu es dans la ville impériale, et donc les ministres se sont embourgeoisés, etc. Donc ça faisait à peine 70 ans que le Beth Amikdash était, moins de 70 ans que le Beth Amikdash a été détruit, et en fin de compte, ils se sont embourbés dans leur histoire. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, à cause du flux financier énormément, ils se sont embourgeoisés. Vous avez vu? J'arrive dans quelques instants. On n'avait pas encore la Torah. On n'avait pas encore la Torah à l'époque. OK? Et
Et donc, ça coïncide tout le temps avec le mouvement des flux financiers. En Europe, pourquoi il y a beaucoup d'universités? Pourquoi l'Europe elle a toujours été plus avancée que les autres pays du monde? Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, les pays européens, ils ont quasiment tous été colonisateurs. Donc, ils ramenaient beaucoup d'argent, d'or et toutes les choses des pays colonisateurs. Donc, c'était dû à la mondialisation. En ramenant tout le flux financier, donc les pays européens, mais ils avaient plus de moyens qu'ailleurs. Donc, automatiquement, il y a eu l'âge d'or, le siècle des Lumières, l'art, les écrivains, les trucs, etc. Okay? Et en fin de compte, c'est comme ça, c'est l'histoire du monde. Les pays arabes ont une période qui était éclairée, où il n'y avait pas que des tyrans et des dictateurs, et bien en fin de compte, les pays arabes, ils ont eu un moment où ils ont eu aussi un âge d'or. Okay? Après, et maintenant, quelle est la technique numéro 1 des dictateurs pour empêcher leur peuple d'accéder au savoir? Pas de savoir. Mais comment ils font pour les empêcher d'accéder au savoir? Ils maintiennent le flux financier. À l'époque, Moubarak, l'ancien président d'Égypte, était plus riche que Bill Gates à l'époque. Mais pas comme Bill Gates avait une valeur, il était associé dans toutes les sociétés de l'État. Pourquoi? En étant associé, il maintient le flux financier quand il veut. Ce qui fait qu'ils n'ont pas accès à la connaissance, ils n'ont pas accès au bistrot, accès à toutes ces choses-là. Donc, en fin de compte, ils ne peuvent pas trop discuter, ils ne peuvent pas trop se soulever. À partir de quand il y a eu le printemps arabe? Quand Internet et Facebook est arrivé. Qu'est-ce qu'a fait Internet et Facebook? A réduit le temps pour accéder à l'information. Avant, le temps, vous savez, il y a une règle très, très, très rigolote, c'est que tout le monde accepte de faire 1 heure pour aller travailler, 1 heure de trajet pour aller travailler. Sauf qu'avant, 1 heure de trajet, tu habitais à Créteil et tu marchais jusqu'à Paris, tu travaillais à Paris. Ça mettait 1 heure. OK? Mais après, ils ont inventé le métro. Tu peux habiter plus loin que Créteil. Après le RER, il y en a qui vont travailler, il y en a qui habitent à 60 km. Il y en a qui vont habiter à Lyon, parce que Lyon, d'ici, c'est 2 heures de route. OK? Voilà. Il y en a qui vont. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, tout le temps dans la même heure que tu acceptes, le moyen, il est devenu plus rapide. Donc, le moyen, il est plus devenu plus rapide. Avec Internet et Facebook, ben, en fin de compte, pour avoir une information, ben, ça durait quoi? Ça prenait 2 secondes pour avoir une information. Donc, c'est là où il y a le printemps arabe. Et les dictateurs arabes n'avaient pas anticipé l'histoire. Et donc, c'est à cause de ça qu'il y a eu le printemps arabe, le soulèvement. Pourquoi? Parce que leur technique qui est marché avant, où il fallait travailler très dur pour avoir de l'information, et donc on n'a plus de temps pour avoir l'information est devenue plus accessible. Okay? Donc, pour répondre à cette question-là, pour répondre à la question de base, quel est le facteur numéro 1 de la diffusion du savoir sur Terre? C'est le nombre d'accessibilité à la Parnassa, la facilité à la Parnassa. Quand on dit le mot Parnassa, c'est l'assiette sur laquelle j'ai de quoi manger. C'est ça le terme Parnassa. Parnassa, c'est l'assiette. C'est ça. La facilité d'avoir de quoi manger à la maison. Si maintenant au marché, vous gagnez 50 euros par jour, au marché, pour 50 euros, vous avez beaucoup à manger, donc vous savez que vous n'êtes pas angoissé pour demain. Vous savez que demain, vous pouvez un peu lever le pied. Après-demain, vous pouvez lever le pied. Et dès que vous aurez besoin, vous allez travailler, vous allez avoir encore pour 2, 3, 4 jours. Mais lorsque maintenant, pour une journée entière de travail, vous gagnez 10 ou 15 euros, comme dans les pays sous-développés, 10, 15 euros, vous savez que dans certains pays où ils font exprès de ne pas mettre d'accès à l'eau potable. Vous savez combien ça coûte un puits d'eau potable? Donnez un prix. Pour avoir de l'eau potable dans un village. 20 000 euros, Hein? 20 ou 30 000 euros. 2 3 000, 5 000. 5 000. 5 000 euros. Ah ouais? 5 000 euros. 5 000 euros pour avoir un puits d'eau potable. 5 000 euros. C'est rien. Pourquoi ils n'en mettent pas dans les villages? Ils ne veulent pas que les gens s'émancipent. C'est simple. Donc, on fait exprès de créer un manque. Comme ça, les gens n'arrivent pas au savoir, n'ont pas le temps de faire rentrer dans le savoir. Alors, après, si vous voulez
Après, il y a pire, il y a dans les pays développés, on utilise l'inflation. Grâce aux banquiers, merci beaucoup. On utilise l'inflation pour toujours maintenir les gens obligés de travailler tout le temps. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Et dans notre vie, le monde du travail aujourd'hui, quand même, c'est un levier de diffusion de la connaissance. Il faut avoir le temps. Mais très bien, mais déjà, je ne sais pas quel métier vous faites, mais on ne fait plus des métiers d'artisans, Voilà, on fait des métiers de connaissances. oui, mais ce que vous dites, c'est valable encore aujourd'hui. Oui, oui, sauf que nous sommes en France, nous sommes Ouais, dans un parce qu'on pays voit en où il n'est pas Afrique et dans les difficile, pays d'accéder au manger. Au contraire, je trouve que le monde du travail, il peut permettre Non, mais parce que, d'accéder à une reconnaissance. non, mais parce que nos travails sont des métiers évolués, des métiers intelligents. Mais parce que votre tomate, c'est pas vous qui faites. Ils étaient tous dehors, les agriculteurs. Les agriculteurs, eux, par contre, ils n'ont pas le temps de respirer. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, et leur tracteur qui coûtait 40 000 euros il y a 30 ans, bah maintenant il coûte 100 000 euros. Et les 100 000 euros, qui c'est qui a créé le truc? Donc maintenant, ils doivent travailler plus pour obtenir la même chose. Donc, tous les pays. Sauf que nous, on n'a plus ce problème-là en France. Déjà, on est en Europe, donc l'Europe a toujours été riche. En plus, on est Baruch Hashem en France, que c'est un pays que Baruch Hashem, on manque de rien. Ok? Donc, en fin de compte, c'est pour ça qu'en France, on a la capacité de pouvoir s'asseoir, envoyer nos enfants à l'école jusqu'à 18 ans. Mais dans quel pays on envoie les enfants à l'école jusqu'à 18 ans? Tu leur apprends à lire, après ils vont travailler. Pourquoi tu envoies tes enfants jusqu'à 18 ans et après l'université, et après ils vont faire encore un doctorat, et après ils vont commencer à travailler à 26 ans, 27 ans. C'est pour ça que les Palestiniens, ils sont bêtes. Mais tous leurs dirigeants sont multimilliardaires. Ils sont à Dubaï tranquilles et ils maintiennent leur peuple au Qatar. Ils maintiennent leur peuple sous pression à manger. Ils n'ont pas de quoi manger. C'est pour ça que quand vous regardez les vraies enquêtes qui sont faites sur le terrain, ils vous disent personne n'aime ni le Hamas à l'intérieur de leur propre peuple, ni le Hamas, ni tout ça, parce qu'ils les maintiennent sous pression. C'est des vrais assassins. Il n'y a que à la télé que vous croyez qu'il y a des gens qui soutiennent le Hamas. Ça n'existe pas. Personne ne soutient le Hamas. Personne. Mais non. Mais parce qu'eux, ils sont obligés de vendre, c'est tout. C'est comme tout le temps. Et pourquoi, Madame Edith, je vais pas vous apprendre aujourd'hui que la télé, des fois, elle ment. Mais quand même. Des fois, c'est Mais si tous les biens sont au Qatar, il suffit. Si le Qatar n'est pas pour Hamas, qui m'étonne, ils pourraient geler leurs avoirs et le Hamas, il n'est plus rien. Or, Parce que chacun, pour l'instant, il fait la loi. Hein. Non, mais parce que chacun, ils ont des intérêts. Ah ben, d'accord. Non, mais ils ont des intérêts. Mais je parle, non, mais je parle parle le petit peuple. Le petit peuple, il souffre. Le petit peuple, il souffre. Le petit peuple, il souffre. Ok? Clair ou pas la règle? Clair ou pas là? Oui. Ouais, moi aussi, jusque-là, tout va bien. Jusqu'à là, tout va bien. Pas décroché. Edith? La Parnassa. Quel moment ils ont mis la bracha pour voir autant de choses. Je sais pas. Tout d'abord, il ne faut pas regarder ce qu'on dit à la télé. Les Juifs ont mieux vécu dans les pays arabes que dans les pays occidentaux. Oui, non, peut-être ce qu'elle dit, c'est parfait. Donc, ça c'est un. Après, où est-ce qu'ils ont eu la bracha ou pas, je ne sais pas, mais Ils ont eu le pétrole. de tout temps. S'ils n'avaient pas eu le pétrole, ils seraient On imagine qu'Israël, c'est une petite parcelle, on risque d'avoir le pétrole. Vous imaginez à quel point. Non, justement, ils Non. n'ont pas besoin. C'est ce que vous voyez, ce qu'en général nous on voit, c'est une minorité de minorité. Le peuple, il ne vit pas. Et à Dubaï, c'est extraordinaire parce qu'ils sont tellement riches, d'après ce qu'on dit, hein, que en fin de compte, ils payent même les gens à un certain niveau de vie. Mais vous n'avez pas vu tous les travailleurs qui meurent? C'est de l'esclavage mamache. C'est du vrai esclavage. Donc en fin de compte, c'est maintenant comme pour Hachem il leur a donné, je sais pas. Maintenant, je sais pas. Oui, mais la vraie richesse, elle est vraiment détenue par très peu.
de personnes. Oui, C'est-à-dire, bah, c'est pas le pays, c'est pas le pays qui est riche. C'est pas le pays, c'est des familles qui détiennent le pouvoir absolu. C'est des dynasties, c'est des princes et le petit peuple, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est-à-dire, Est-ce qu'à un moment dans la Torah, il y a eu je ne saurais pas quoi, je saurais pas vraiment. non, mais la roue, elle tourne. Tout le monde va acheter l'électrique. Ça se bien. Je ne sais pas répondre. Je sais pas répondre. Mais des fois, Hachem, il fait ça pour justement nous laisser tranquilles. On a étudié dans la Gemara Megillah, que Hachem, que une des demandes que Yaakov il avait fait sur Esav, il avait dit s'il vous plaît, faites en sorte que Esav ne soit pas libéré de son joug. Et donc, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? C'est qu'à l'époque, il y avait les Länder, les départements en Allemagne, et que c'est. Faut vous mettre un peu comme ça parce qu'ils sont en train de valser. Ils sont en train de valser. Hein. Venez, approchez-vous, approchez-vous. Ils sont en train de valser. Moi, je sais pas comme ça. Et donc, les Länder, et qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Gemara? C'est que, comme ils sont beaucoup de Länder, donc en fin de compte, ils font que se battre. Et que si le jour où ils vont se réunir, la Gemara dit clairement, le jour où ils vont se réunir en Allemagne, ben, en fin de compte, ça va détruire le monde. Et c'est ce qu'il y a eu. Une fois que ça a été réuni, bah, donc en fin de compte, des fois, il leur donne tous ces moyens financiers pour justement s'occuper d'autre chose. Les Länder, c'est les départements en Allemagne. Mais en fin de compte, avant les Länder, c'était des ducs, plein de ducs et des dauphinés. Et donc, en fin de compte, et comme ils se battaient tout le temps entre eux, donc ils ne pouvaient pas combattre les autres pays. Et après, petit à petit, avec l'Autriche, la Prusse, etc., donc petit à petit, ils sont tous réunis. Et une fois qu'ils sont réunis, 14-18, tac, et après, tombent dans 45. Toujours les mêmes qui ont fait les problèmes. Bon, après, d'autres, ils font d'autres problèmes. Mais... Okay. Clair ou pas? Clair le principe? Et donc, c'est comme ça qu'un des moments les plus importants, un moment, la préface du Rambam, que si maintenant vous allez étudier demain sur le livre, dans la préface du Rambam, le Rambam explique pourquoi il a osé écrire son livre. Et il explique parce qu'il y avait deux facteurs essentiels qui ont rendu l'accès à toute la Torah entière très compliqué. C'est quoi les deux facteurs? On va regarder dans le texte que je vous ai donné, on va le regarder dans le texte. Et en fin de compte, les deux facteurs, c'était quoi? C'était premier facteur. Premier facteur, c'est que, je ne sais pas si je vous dis en premier facteur ou en deuxième facteur. Et donc, ça, bon, on va commencer par, j'ai donné la première explication. Maintenant, on va donner une autre explication avec la Torah. Après, je reviens, décrochez pas. Après, je reviens dans une seconde. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a vu que la première règle, le premier facteur de division du savoir, c'est la quantité d'argent, la parnassa. Très bien. Mais en vérité, tout à l'heure, vous avez voulu dire, il y a aussi un autre facteur important. C'est combien de temps il me faut pour apprendre. Il me faut pour apprendre. OK? Alors, là, ici, notre bibliothèque, merci Hachem, en vérité, elle est extrêmement petite. Elle est extrêmement petite. Vous allez dans les bibliothèques d'une yeshiva, vous avez toute la salle entière remplie de livres anciens, de trucs, de choses, de plein de maîtres différents, et etc., etc. Donc en vérité, la bibliothèque, elle est petite. Maintenant, pourquoi une bibliothèque chez nous, Baruch Hashem, nos bibliothèques à nous de Torah sont remplies? Parce qu'en vérité, beaucoup de maîtres ont expliqué et réexpliqué des passages qui sont compliqués. On a les coutumes sfarades, les coutumes ashkénazes, les coutumes marocaines, tunisiennes. On a l'avis de tel rab, l'avis de tel rab, l'avis de tel rab, les commentaires de Torah, de tous les rabbis Chabad, la Chassidut, la Kabbale. On a énormément de livres. Et ça encore, c'est un tout petit peu ce que je vous ai raconté. Mais en vérité, si vous regardez la Gemara elle-même, sur chaque sujet, il y a encore une discussion, il y a encore une chose. Et donc, en fin de compte, Rambam, il a fait deux constats. Premier constat, on a parlé de la parnassa. Et le deuxième constat, que l'un va avec l'autre, c'est deux constats aggravants. Le deuxième constat que le Rambam il avait fait à son époque, il a vu qu'en vérité, la Torah, elle était devenue trop compliquée pour la connaître. Il y a 800 ans. Trop compliqué pour la connaître. Comment?
Non, moi, Rashi, c'était le Moyen-Âge. Rashi, c'était 700 ans. Avant Rashi. Avant Rashi, par rapport à nous. 200 ans avant Rashi. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et la Torah, elle était devenue trop compliquée. Parce qu'en vérité, quand vous allez commencer Bezrat Hashem à partir de demain à étudier le Rambam. Donc, vous voyez, quand on fait un peu une mitzvah par jour, et ben, en fin de compte, au bout d'1 an, on a terminé. Mais en vérité, on est un peu loin de connaître le minimum du minimum. C'est-à-dire, on a connu ce qu'il fallait. Mais comment elle était la Torah à l'époque de Moshe Rabbeinu? La Torah à l'époque de Moshe Rabbeinu, elle était, on va dire, petite comme ça, entre guillemets, petite. Pourquoi elle était petite comme ça? Elle avait 613 mitzvot. Mais je vous donne un exemple tout simple. Il est permis de cuisiner Shabbat? Pas permis. Il est interdit de cuisiner Shabbat. C'est quoi cuisiner déjà? J'ai oublié. Là, on va rentrer dans les... C'est quoi cuisiner? Allumer le feu. Très bien. Allumer le feu, prendre des mettre aliments. de l'eau, mettre de l'eau dans une casserole, mettre des aliments, allumer le feu et le faire cuire. Très bien. La plaque de Shabbat, alors à l'époque de Moshe Rabbeinu, cuisiner Shabbat, c'était du feu, une marmite en céramique ou je sais pas quoi, dedans de l'eau, et c'est ça cuisiner. Le temps passe, on découvre le fer. C'est cuisiner ou c'est pas cuisiner? Un peu plus tard, on va découvrir les eaux chaudes, les thermes de Tibériade. Donc c'est tellement chaud que ça cuit. Il n'y a pas de feu. C'est cuire ou c'est pas cuire? On va dans un pays chaud, vous mettez un œuf au plat, vous mettez une plaque de fer, vous mettez un œuf au plat dessus. C'est cuire ou c'est pas cuire? Ok? Très bien. Cru qui devient cuit. Ça dépend. Ah non, parce que la Torah, elle a dit du feu, mais si maintenant il cuit sans le feu. Ensuite, on va inventer le four, on va inventer le micro-ondes, on va inventer on va inventer l'azote. Cuire avec de l'azote, c'est cuire ou c'est pas cuire? Non, mais ça dépend ce qu'on appelle cuire. C'est ça. Très bien. Donc vous imaginez là combien on est, et déjà chacune elle a son avis. Oui, chacune elle a son avis. Donc qu'est-ce qui se passe? Avec le temps, plus le temps il passe, plus les Juifs ils arrivent en Israël. Donc il y a un Rav qui est à Tzfat, un Rav qui est à Tzfat, un Rav qui est à Yerushalayim, un Rav qui est à Tibériade, un Rav qui a des trucs, etc., etc. Et en fin de compte, les accès à tout le monde sont difficiles. Donc en fin de compte, chaque Rav il va donner son explication ou son avis sur un tel domaine. Baruch Hashem dans la Torah, des fois, les rabbiniques, des fois, ils mettaient plus de 100 ans, une halakha mettait plus de 100 ans pour être décidée. On est d'accord? Donc, en fin de compte, tout ça, celui-là donne son avis, il y a la discussion. Donc, l'élève, il arrive, quand il rentre à la yeshiva, il doit se rappeler de tous les avis de cela. Après, il change de yeshiva, il doit se rappeler de tous les avis de cela, etc., etc. Allez, pourquoi pas? Mais ça, c'est tout au début. Après, on passe. David Ameler, il a institué, par exemple, les nouvelles halachot. Le Bedin de Shlomo Ameler, c'est lui qui a institué Moukhtse. Le Bedin de David Ameler, c'est lui qui a institué, par exemple, le Yehoud, etc., etc. Donc, petit à petit, en plus de la Torah, les Chachamim de chaque génération, ils font des barrières pour que la Torah, elle soit respectée. Et donc, tu dois rajouter tout ça. Après, on est arrivé. Et la première fois où un Rav a fait comme le Rambam, c'était Rabbi Yehuda Anassi. Rabbi Yehuda Anassi, c'est celui qui a compilé la Mishnah. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Yehuda Anassi? Il a vu qu'en vérité, pour toutes les raisons que je vous ai expliquées, en fin de compte, la Torah de ça, elle est passée à ça. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Yehuda Anassi? Il est venu et il a retranscrit, il a refiltré tout, il a retravaillé tout, il a réussi à tout zipper dans la Mishnah. Et pendant quelques 500 ans, tous les maîtres de la Torah se basaient sur la Mishnah pour étudier toute la Torah entière. Pendant beaucoup d'années, aujourd'hui j'imagine que ça marche encore, mais pendant beaucoup d'années, et en fin de compte, il y avait des concours pour les enfants de 12 ans qui connaissent toute la Mishnah entière par cœur. Donc, si à 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, tu arrives à connaître toute la Mishnah entière par cœur, c'est-à-dire que c'est facile, entre guillemets, c'est facile. Mais la Mishnah, c'est ça. La Gemara, Aoud, c'est encore ça. Ok? Donc, Rabbi Yehuda Anassi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a recompilé, il a refiltré la Mishnah. Donc, la Torah, au début, elle était comme ça. Après, elle est devenue comme ça. Rabbi Yehuda Anassi, il l'a remis à taille humaine pour pouvoir, entre 1 an, 2 ans, 3 ans, connaître tout ce qu'il faut connaître. Et pouvoir avoir sa smicha de Rav. Ok? Très bien. Passe l'époque de la Gemara, et de la Mishnah toute petite comme ça, on est passé à une Gemara comme ça. Out. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait?
les deux maîtres de la Gemara, Rabbi Yochanan à Yerushalayim, Ravina et Ravashi à Babylone, ben, ils ont compris qu'on avait encore le même problème. Et ils ont refiltré la Gemara, un peu plus large, mais ils ont retranscrit dans la Gemara toute la science de tous nos maîtres, depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à eux. Mais après les Bnei Israël, après la clôture de la Gemara, tout ça est écrit dans la préface, elle est magnifique, il faut l'étudier. Donc après, une fois que l'époque de la Gemara a été clôturée, donc l'exil s'est élargi, Rome est arrivé, il a facilité les routes, des Juifs sont arrivés à Gibraltar, des Juifs sont arrivés au Maroc, des Juifs sont arrivés en Tunisie, des Juifs sont arrivés en Europe, des Juifs sont arrivés partout. Chaque maître, il avait son avis. Et la Torah, elle est devenue trop large pour être connue en une seule vie presque. Parce que c'est bien quand tu es à la yeshiva, tu vas à la yeshiva jusqu'à 18 ans, 19 ans, mais après tu dois retourner, tu dois aller travailler. Donc si jusqu'à 19 ans, 20 ans, tu n'arrives pas à tout connaître, bah, tu as un problème. Et là, le Rambam, il explique dans la préface, et il dit, c'est pour cela, il a vu que maintenant on avait les deux facteurs. C'est quoi les deux facteurs? Pour connaître, il nous faut beaucoup de temps. Donc, premier facteur aggravant, c'est-à-dire pour accéder à tout ce que je dois accéder, donc c'est-à-dire pour me lever le matin et dire, je suis un juif et je sais ce que j'ai à faire. Eh bien, on a eu le premier facteur aggravant, trop large, trop de temps. Donc, il n'y a plus assez les moyens. Les moyens en termes d'études. Deuxième facteur aggravant, c'est que le temps s'est rétréci. Pourquoi? Le Rambam nous dit, les guerres en Europe, les trucs, les choses partout, les Bnei Israël, ils n'arrivent plus à avoir assez de parnassa, donc ils sont plus, on les voit bien, ils ne vont plus à l'étude. Pourquoi ils ne vont plus à l'étude? Tu ne peux pas rentrer chez toi à la maison étudier quand tu ne sais pas si tes enfants ils vont manger demain. C'est pas possible, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc il a dit, il y a eu deux facteurs aggravants. Premier facteur aggravant, la Torah est devenue trop compliquée pour l'accéder, pour avoir un accès total à la Torah. Okay? Parce qu'en fin de compte, c'est 613 mitzvot. Mais si tu compiles tous les avis de tout le monde à la suite, donc une mitzvah, c'est ça, l'explication, elle est là-bas. Donc en fin de compte, tu peux pas. Tu peux pas. Donc en fin de compte, qu'est-ce qu'il a fait le Rambam? Il a dit, pour cela, je me suis, peut-être après on va le faire un peu dans le texte, je me suis porté volontaire à faire ce travail-là que Rabbi Yehuda Hanassi avait déjà fait une première fois. Ravina et Ravashi pour le Talmud de Babylone et Rabbi Yochanan pour le Talmud de Jérusalem. Ils ont refait. Et donc, entre-temps, il y a eu plein d'élargissements et plein de détails différents qui sont élargis. Et bien, en fin de compte, je me suis porté volontaire pour rezipper la Torah, en tout cas pas rezipper, mais ça, pouvoir retranscrire et retravailler la Torah. Et donc, en fin de compte, ça, c'était son objectif premier. Son objectif premier est que tu puisses avoir, et c'est pour ça qu'il a traité de toute la Torah entière. Pourquoi il a traité de toute la Torah entière? Parce que la Mishnah, elle traite de toute la Torah entière. La Gemara, elle traite de toute la Torah entière. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, c'est ça le but. Le but, c'est de connaître la Torah, donc connaître les 613 mitzvot. Donc la Mishnah, elle parle des 613 mitzvot. La Gemara parle des 613 mitzvot. Et après la clôture de la Gemara, il n'y a pas de livre qui parle des 613 mitzvot facile d'accès. Et donc, le Rambam, il y a eu 100 ans, il a vu que si on continue. Pourquoi Rabbi Yonah, vous savez, juste comme ça au passage, vous connaissez une halakha très intéressante, et ça peut-être on va le faire dans le texte là tout de suite. De base, il est interdit d'écrire la Torah orale sur papier. Par exemple, tout ce que j'explique depuis tout à l'heure s'appelle la Torah orale. Pour donner une petite idée, Torah écrite, c'est uniquement les rouleaux dans le parchemin. Ça, c'est la Torah écrite. Tout ce que vous allez entendre à vos oreilles, en dehors de ce qui est écrit là-bas, ça s'appelle la Torah orale. Et la Torah orale, par définition, il nous est interdit de l'écrire. Quand Rabbi Yehuda Hanassi il a décidé d'écrire la Mishnah, il y a marqué qu'il a utilisé un passage qui s'appelle Et la asot lachem et feru toratera. Et feru toratera, c'est-à-dire on a délaissé ta Torah pour sauver ta Torah. Et la asot lachem, c'était un moment très grave pour Hachem. Et feru toratera, on a délaissé, on a relâché ta Torah pour pouvoir faire ta Torah. C'est quand on a relâché la Torah. Normalement, il est interdit d'écrire la Torah orale, mais si on continue comme ça, plus personne n'allait se rappeler de la Torah orale.
Donc, en fin de compte, Rabbi Yehuda Hanassi, il s'est porté volontaire pour transgresser la Torah pour pouvoir garder la Torah. Donc, réécrire toute la Torah orale sur un papier. Un autre point très intéressant qu'il y a marqué dans la préface du Rambam, vraiment, mais quand je vous dis intéressante, c'est vraiment, je ne sais même pas comment c'est possible de ne pas la connaître. C'est honteux de ne pas la connaître. Et d'abord, très, très intéressant. Un autre point très intéressant qu'il dit le Rambam dans le Mishneh Torah, c'est que donc on avait dit la Mishnah. Oui, oui. Ceux qui étudient, il leur faut des années pour étudier. Mhm. Comment ils font pour manger? Comment ils font pour nourrir leur famille? Ils font travailler aussi. Vos enfants, ils ont fait des études? Et comment ils font pour nourrir leurs enfants? C'est les parents. Ceux qui font le kollel pendant des années, ils sont très, très rares. La plupart des gens, une fois qu'ils ont terminé les yeshiva, ils vont travailler. Au lieu d'aller à l'étude à l'université, ils vont à l'yeshiva. Ouais, bon, ils sont payés très peu, quoi. Très peu. C'est la femme qui travaille. Mais en général, ces gens-là se marient avec des femmes, des épouses qui comprennent que l'étude de la Torah est super importante. Exactement. Mais sinon, c'est pas tous comme ça. Pas tous comme ça. La plupart, ils vont travailler après. Et en plus, je vous parlais de endroits comme Nebrak. Mais Nebrak, c'est fabriqué pour ça. C'est en fin de compte du monde entier va Nebrak. Donc, quand vous traînez à Nebrak, il est argentin, il est américain, il est français, il est truc, etc. Donc, en fin de compte, c'est pas un endroit où vous pouvez vraiment vous faire une idée de réel de la face des juifs religieux dans le monde entier. C'est là-bas parce que c'est concentration de tous les juifs. Ok. Par exemple, une fois, il y avait un reportage où il disait que c'était l'un des quartiers les plus pauvres, je sais plus si c'était du monde ou d'Israël. Mhm. Et à Vnebrak, après, ils ont été filmer les gens, et il y a une femme qui a dit je comprends pas pourquoi on dit qu'on est pauvre, nous, on a tout ce qu'il faut, on va très bien. En fait, on n'a pas le même rapport à la richesse et au matériel. Eux, tu vois, ils ont peut-être. Ils n'ont pas de voiture. Voilà. Pas de voiture. Ils ont un petit téléphone Nokia qui s'ouvre et qui se ferme. Hein? Ils ont de quoi manger. On va en vacances une fois par an. Combien ça coûte les vacances? 10 000 euros? 2 secondes, 10 000 euros. 10 000 euros, ça vous fait minimum à mettre de côté 700 euros par mois pour pouvoir aller en vacances. Ils n'ont pas des 700 euros mais par mois. Acheter un téléphone, ça coûte 1 500 euros. Divisé par mois, 100 euros juste pour avoir acheté un téléphone. Ils n'achètent pas ce téléphone. La voiture, ça coûte 400-500 euros par mois. 400 euros. Tu prends les PV et tout ça, c'est 400 euros. 400 euros. Eh ben, ils ne prennent pas ces 400 euros. L'école. Non, il y a les pieds aussi. Il y a les pieds. Et tu prends, déjà avec ce qu'on vient de dire, maintenant l'école en Israël, elle est payée. Non, mais le manger, en tout cas, il n'y a personne qui meurt de faim. Ça, c'est sûr. Bon. Et après, quand les gens ils viennent, des fois je vois en bas au Hachem, les gens, ils mangent au restaurant tous les midis. Mais manger au restaurant tous les midis, c'est 15 euros. 15 euros, je vais vous angoisser. 15 euros, 20 euros, allez, on va dire même 10 euros. Tu manges tous les midis au restaurant, ça fait 300 euros. C'est pas les mêmes. Hein? Alors, c'est pas les mêmes. Clair ou pas? Donc, on a travaillé les deux points les plus importants. Ouais. Alors, la Kabbale, elle a été donnée au moment du Har Sinaï, du don de la Torah, comme tout le reste de la Torah. Comme tout le reste de la Torah. Sauf, et en vérité, le rabbi, il explique qu'au moment du don de la Torah, il y a eu plus de Kabbale qui a été donné, plus que de la Torah, parce qu'en fin de compte, on n'a que 10 commandements sur 613. Et la Kabbale, c'est ce qu'on a appelé ici au Bet Rabad, l'intimité de Dieu et de la Torah. Et Hachem, au moment du Har Sinaï, il s'est révélé à nous. Donc, il a révélé plus de son intimité auprès du Ham Israël que des vrais commandements qu'il nous a donnés. Il nous a montré son amour, il nous a montré la grandeur, il nous a montré les miracles, il nous a montré tout ça. Par contre, c'est ça qu'on a reçu.
On a reçu donc plus de Kabbal que de halachot. Ok? Alors, dernier point qu'on va travailler sur la préface de Rambam. Oui. Heureusement que je ne donne pas un cours d'hommes et de femmes en même temps. Hein, parce que vous et vous. Alors maintenant, et dernier point qu'on va apprendre ici maintenant, c'est une autre chose que le Rambam nous explique, que la manière comment, alors ça aussi c'est très intéressant, je vous invite à regarder plus dans le texte, et ce soir, demain, et le Rambam nous fait une traçabilité totale de... Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure que j'ai oublié. Et donc, en fin de compte, la Mishnah est le premier livre officiel de toute la Torah entière, en dehors du Chumash. C'est-à-dire que jusqu'à Rabbi Yehuda Hanassi, le seul livre qui existait dans la Torah, c'est le Chumash. Et après, plus tard, les prophètes sont arrivés, ils ont fait aussi leur. Mais le seul livre de Torah qui existait, c'était le Chumash. Comment c'était une yeshiva? Imaginez maintenant que c'était une yeshiva ici. Comment c'était une yeshiva à l'époque de Rabbi Yehuda Hanassi, avant Rabbi Yehuda Hanassi? Comment c'était une yeshiva? Une yeshiva avant Rabbi Yehuda Hanassi? Vous savez comment c'était? Non? Ah non, parce que le Chumash, en vérité, on l'étudie que très peu. Très peu. À 5 ans, 6 ans, 7 ans, tu es censé connaître le Chumash. En tout cas, comme ça, c'est marqué dans le Mishnah. Qu'est-ce qu'il y avait? Il n'y avait rien. Voir des tables et des chaises, voir tout le monde s'assied par terre. C'était ça une yeshiva. Le maître transmettait la halakha, transmettait le shiur, les gens écoutaient, et après ils discutaient, ils devaient se rappeler tout par cœur. Tout par cœur. Ils se répétaient. C'est pour ça qu'à l'époque de la Mishnah, on disait, celui qui a étudié 100 fois son sujet, il était juste dans la norme. Comment tu peux dire qu'étudier 100 fois un sujet, c'est être dans la norme? Parce que comme en fin de compte, tu sais très bien qu'une fois que tu vas sortir de la yeshiva, tu n'auras plus accès au savoir. Tu dois tout te rappeler ici. Donc en fin de compte, vous étudiez 100 fois la Torah à chaque fois que vous apprenez quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de livre, tout simplement. Le premier livre qu'on a eu, quand je dis livre en dehors du Chumash, le tout premier livre en dehors du Chumash qu'on a eu, c'était la Mishnah. La Mishnah, c'est ce qui a été compilé et transcrit par Rabbi Yehuda Hanassi. Donc ça, c'était le premier livre. Donc à partir de Rabbi Yehuda Hanassi, tout ça c'est marqué dedans. Si vous voulez, je vous invite vraiment à le lire. Vous allez voir, c'est très intéressant. Et donc à partir de Rabbi Yehuda Hanassi, le livre officiel de la Torah orale, c'était la Mishnah. Et comme ça, pendant 500 ans. Après les 500 ans, le livre officiel de la Torah orale, c'était la Mishnah avec les commentaires d'Agmara, donc l'Agmara. Et à partir de là, il n'y avait plus de livre officiel. Entre-temps, il y a eu pas mal de livres, des livres qui ont été écrits par Rabbi Akiva, par Rabbi Meir, d'autres livres parallèles qui traitent aussi de halachot, mais ça c'est venu en même temps plus ou moins que la Mishnah. Okay? Et après, on a eu l'Agmara. Et donc, en fin de compte, tout le savoir de la Torah orale, il a été retranscrit dans la Mishnah. Après, il a été redéveloppé, redétaillé, et il a été retranscrit dans la Gemara. Et de la Gemara jusqu'à l'époque de Rabbi Yehuda, de Rabbi Moshe ben Maimon, donc le Rambam, ben, il n'y a pas eu un livre qui a retravaillé avec les mises à jour de toute la Torah entière. Dernier point intéressant, et peut-être celui-là, on va le travailler. Exactement. C'est la Mishnah. Et donc, dans l'Agmara, on a réexpliqué la Mishnah parce que la Mishnah, elle est extrêmement concise. Donc, on a retravaillé. En gros, en vérité, tout à l'heure, je vous ai parlé de comment c'est cuire Shabbat. Vous avez comment tout d'un coup, vous avez tous eu des avis sur la question. Ce qui est totalement normal, parce que chacun va travailler avec son expérience. Mais en fin de compte, l'Agmara, c'est vivant. Donc, quand le maître, il dit une halakha, et encore, l'Agmara, ils n'ont pas retranscrit toutes les discussions. Donc, quand le maître, il dit une halakha, vous avez tout le monde qui pose une question. Et si on dit comme ça, excusez-moi ça? Et si on dit comme ça, excusez-moi comme ça? Et en fin de compte, Ravina et Ravashi, ils ont repris que les discussions principales et le process de réflexion. Parce que dans la Gemara, dans la Mishnah, on n'a pas le process de réflexion. Dans la Mishnah, on n'a que les décisions. La Gemara, ils nous ont fait un grand cadeau, nos maîtres. Ils nous ont aussi fait le process de décision.
Donc, en fin de compte, c'est pour ça que toutes les chivotes du monde, ils étudient l'agma. Pourquoi ils étudient l'agma? Parce qu'en fin de compte, c'est le seul endroit où on se rentre totalement dans le mode et le procédé de réflexion de la Torah. Mais encore une fois, c'est devenu assez trop large. Pour terminer sur un dernier point, le Rambam va nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire la Torah orale et pourquoi la Torah orale, elle devait rester non écrite et pourquoi elle s'appelle Torah orale. En fin de compte, le Rambam, Mishneh Torah va nous expliquer que la Torah orale, c'est le mode d'emploi du Chumash. Pourquoi j'utilise le terme mode d'emploi? Parce qu'en vérité, imagine maintenant que je donne pour la première fois quelqu'un qui n'a pas de téléphone, je donne ça, et qui n'a pas d'électricité. Il ne comprend pas à quoi ça sert. Il est là, il le teste, il va taper dessus, il va voir n'importe quoi, il va le tester, il ne va pas savoir. Tout d'un coup, on va lui amener le mode d'emploi. On va lui dire, déjà, mets de l'électricité. Ah, ça, c'est l'électricité, très bien. Connecte-le à un téléphone. Tu peux entendre, ah, donc on lui a expliqué. Parce qu'il a lu dans le mode d'emploi. Mais une fois qu'il a compris comment ça marche, qu'est-ce qu'il fait du mode d'emploi? Il le jette. Ben, j'ai plus besoin, puisque j'ai pu intégrer le savoir sur l'objet convoité et désiré. Donc, en fin de compte, le Rambam nous explique que c'est exactement ça le travail du mode de la Mishnah, de la Torah orale. Donc, par définition, Moshe Rabbeinu ne pouvait pas descendre avec 2 livres. Un premier livre qui s'appelle le Chumash et un autre livre qui va expliquer le Chumash. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont penser que le Torah oral est une Torah parallèle. Mais la Torah orale n'est pas une Torah parallèle. La Torah orale est l'explication. Il n'existe que pour nous expliquer ce qui est marqué dans le Chumash. C'est ça comme ça chez nous les Juifs. Okay? Et c'est pour cela que la Torah, le Chumash, ne peut pas être changé, ne peut pas être, il n'y a pas de mise à jour dans le Chumash, parce que tout ce que nous, les Bnei Israël, on peut imaginer sur la Torah, dans l'explication de la Torah, n'est là que pour se concentrer dans le Chumash. Donc le Chumash est notre source de vie, Etz Chaim hi la Machazekimba, c'est la source de vie pour tout l'Arm Israël, pour tout le monde, ça c'est le Chumash. Et tout ce qu'on étudie, tout ce que les rabbis, les tzadikim, ils ont fait, c'était que pour nous donner la possibilité de renforcer notre émouna et notre travail dans l'éducateur. Sauf, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, tout au début, étant donné que pour pouvoir préserver la connaissance de la Torah, eh bien, il fallait 2 facteurs, accessibilité et du temps. Le Rambam a considéré qu'à son époque, depuis longtemps déjà, on avait perdu les 2 facteurs à cause de problèmes de parnassa et à cause de problèmes de guerre. Donc, plus d'argent, plus de temps. Les Juifs doivent courir d'un endroit à un autre. Ils ne peuvent plus rester au Beth Midrash pendant des heures et des heures et des heures et d'étudier. Juste comme ça, une petite histoire magnifique sur le Rav Ovadia Yosef. Rav Ovadia Yosef, vous imaginez bien, je ne sais pas si vous l'avez connu, c'était un grand rabbin d'Israël. C'était un grand rave, un grand Chacham. Et quand il était jeune, c'était dans les époques où il y avait encore il n'y avait pas le dôme de fer, ils envoyaient des scuds sur Yerushalayim, ils envoyaient des explosions, etc. Et lui, il était enfant à Yerushalayim, il était étudié à Yerushalayim. Et vous imaginez, quand il y a un temps de guerre, très peu de parnassa. Un jour, lui, il étudiait, comme on peut s'imaginer, et un jour, il vient plus au Beth Midrash. Le Rosh Hashiva, il attend un jour, 2 jours, mais c'est un élève très sérieux. Il attend un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, il ne comprend pas. Il ne vient pas au Beth Midrash, c'est impossible. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il vient, il se renseigne. Son père avait pris Rav Ovadia Yosef au magasin. Il avait 12 ans, 13 ans, 14 ans. Il a pris au magasin. Pourquoi? Je n'ai pas les moyens de payer quelqu'un. Donc il travaille. Et c'est mon fils, il travaille avec moi, il m'aide. Le Rosh Hashiva, Baruch Hashem, et c'est pour ça que les grands maîtres ont toujours eu beaucoup de respect pour leur maître à eux. Parce qu'ils savent très bien que sans leur maître à eux, ils n'auraient rien. Qu'est-ce qu'il a fait un de ses maîtres à la Yeshiva? Il est arrivé dans le magasin du père, il a posé sa veste, il a retroussé ses manches, il a dit, s'il vous plaît, votre fils, on ne peut pas gâcher sa vie à le laisser ici. Moi, je vais venir travailler à sa place
et juste lui, vous le laissez étudier. OK? Pour vous dire quoi? Pour vous dire que déjà, quand la situation est difficile, on n'a pas le temps pour étudier, et que seulement parce qu'il y a toujours eu des maîtres qui sont toujours inquiétés pour que la Torah leur survive, et ben en fin de compte, c'est grâce à ça que les maîtres ont fabriqué d'autres maîtres. Et j'en profite pour dire que lorsque vous allez étudier la préface demain, parce qu'elle est vraiment très intéressante, et ben en fin de compte, il y a un passage où le Rambam va faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, la traçabilité de toute la Torah entière. Depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à le premier stop, Rabbi Yehuda Nasi. Donc les maîtres qui ont transmis aux élèves, qui ont transmis aux élèves. Et après, depuis Rabbi Yehuda Nasi qui a retranscrit la Mishnah, jusqu'à la clôture de la Gemara, en tout, 40 générations, il a fait la traçabilité totale de Moshe Rabbeinu, que lui l'a reçu d'Hachem, jusqu'à jusqu'à la clôture de la Gemara. Et donc lui, il a dit qu'à partir de là, il a repris quelque part le relais. Ok? Donc en fin de compte, la Torah orale et l'explication du Chumash, nos maîtres sont venus pour nous transmettre, et on a eu de très très grands maîtres qui se sont assurés. Ah oui. Et donc dans ces 40 générations, qu'est-ce que le Rambam explique? Que tous ces maîtres-là, quel est le job premier d'un Rav sur terre? Le job premier d'un Rav sur terre est de s'assurer que la Torah lui survive. C'est le job number one d'un Rav sur terre. Tu n'as pas envie de prendre ce poste, tu ne prends pas. Il y a d'autres, tu peux étudier la Torah le soir. Tu n'as pas envie de prendre ce poste, tu ne prends pas. Mais le premier job d'un Rav sur terre, son premier ordre de mission, c'est que la Torah le survive. Donc, faire en sorte, et ve'emidu talmidim arbe. Et donc, tous ces maîtres-là, ils ont transmis le flambeau. Et c'est quoi transmis le flambeau? Maintenant, la responsabilité de la Torah dans le peuple, elle dépend de toi. Et donc, son job à lui, c'est de fabriquer des élèves. Et après, il en prend un sur tous les élèves qu'il a fabriqués, qui sont assez capables pour pouvoir reprendre le flambeau. Maintenant, c'est toi qui fabriques les élèves. Comme ça, jusqu'à toi aujourd'hui. Et c'est pour ça que notre histoire, elle est tellement riche, elle est tellement extraordinaire. Nos livres sont tellement extraordinaires, et que chaque juif qui existe ici, il a un héritage inimaginable que tous les peuples du monde nous jalousent, parce que vous n'avez même pas idée de combien Baruch Hashem on a la chance. Vous avez l'idée, mais on peut encore s'approfondir sur l'idée, d'avoir la chance d'être béni Israël, de pouvoir étudier la Torah. Est-ce que vous aimeriez qu'on fasse 2 secondes la préface, tout un début? Parce que si je vous fais la préface de la préface, à la fin, on n'aura même pas le temps de lire la préface. Alors, regardez. Oui. Regardez le Rambam. J'ai pas mon téléphone, il est use. Regardez sur l'étude du Rambam. Vous avez l'étude du Rambam, vous, sur votre téléphone? Regardez pour demain. Qu'est-ce qui marque pour demain? Mais... Non, c'est pour... Non, mais pour... Vous avez ou vous n'avez pas? Téléchargez un. Vous avez, Madame Mavexis? Alors, la quantité pour demain étudiée. Exceptionnellement, je crois que demain c'est long. Mais sinon, après, c'est 5 minutes. Hein? Voilà. Comme là, vous avez mis 3 règles. Vous devez faire sur Sefer Mitzvot. Et là, vous enlevez. Là, vous enlevez l'hébreu. Vous mettez que le français. C'est le lycée Torah, ouais. Voilà. Donc pour demain, demain et aujourd'hui. C'est faire mes autres anglais, c'est ça. Tu marques c'est donc faire voilà. mes autres. Aujourd'hui, exceptionnellement, c'est long comme ça. Ok? Mais c'est tellement, vraiment, ça c'est la préface qu'on a fait, vous l'avez dans le texte. Mais à partir de demain, voilà ce que vous allez apprendre. Voilà. Mais comment je sais le jour? Bah, ils vous mettent, il y a un calendrier dessus. Ok, aujourd'hui. C'est pas ça. Oui. Bah voilà, c'est ça. Voilà, vous avez l'étude du jour. Ok? Vous avez éducation coché. Et là, vous avez en hébreu. Mettez sur le réglage. On va mettre. Enlevez les voix. En bas. Enlevez les voix. Ça, c'est pour aujourd'hui. Non, mais ça, c'est Wikipédia. Même vous pouvez faire encore plus court parce qu'il y a que des. Vous pouvez enlever les explications. Peut-être.
demain, elle va être très longue parce qu'en fait, vous allez avoir toute la préface. Oui. Yes. Alors, vous êtes dans le texte? Une seconde. Ouais. Dans la feuille que je vous ai donnée, c'est tout en haut, il y a marqué Agdama. Ouais, vous avez dans les feuilles? Comment? C'est hyper intéressant. Non, j'aurais pu mettre en mode 8, vous savez, la police en mode 8. Vous aurez... Non, mais ça c'est la préface. Sinon, l'étude quotidienne fait vraiment 5 minutes. 5 minutes. Et vraiment, ça donne une vraie, plus grande largesse d'esprit. On ouvre. Ça n'a plus rien à voir. OK? On fait la préface, on fait le début. On va faire ensemble des quelques passages, pas tout. Parce que de toute façon, Perla, elle m'a dit qu'on avait jusqu'à minuit et demi. Donc, on a largement le temps. Large. Alors, on y va. Kol a mitzvot shenitnu lo le Moshe Sinai. Toutes les mitzvot que Hachem a donné à Moshe au Har Sinaï. Vous êtes là? Au Har Sinaï. Réponse. Beferushan nitnu. Elles ont été données avec leur explication. Donc, quand il y a marqué dans le Sefer Torah, Kabed et tavicha ve'etimecha, honore ton père et ta mère, ça veut dire quoi honorer? Respecter. Ok, c'est-à-dire, mais traduit. Ça veut dire quoi respecter? Quand tu dis honore ton père et ta mère, ça veut dire quoi honore ton père et ta mère? Donc fais-leur du bien, il faut dire. C'est quoi honore? C'est dire quoi la traduction honorer? Ah, vous bloquez. Respecter. Les honneurs, ça veut dire soumettre aux parents. Donc là, on commence à réfléchir. Donc, ne pas s'asseoir à leur place, ne pas s'asseoir à leur place, ne pas les contredire, ne pas leur contredire, etc., etc. Donc, il y a toute une liste, de halachot. Quand je vous dis, Lot Isa Echem Elokecha Lashav, interdiction de jurer au nom d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire jurer? Pas jurer. Sur quoi? Pas sur quoi? Sur ça, il y a tout un livre entier du Rambam. Qu'est-ce que ça veut dire? Shvuot Shav, les promesses. Quand je vous dis Lot Ignov, interdiction de voler. C'est quoi voler? Pas quoi voler. Interdiction de voler. Interdiction de convoiter. Qu'est-ce que ça veut dire? Et encore là, c'est que les 10 commandements, et c'est les plus simples, presque. Parce qu'en fin de compte, on les vit tous les jours. Mais après, vous avez Anochi Hashem Elokecha, Shabbat, une gemara entière de Shabbat. Shemor et Zachor et Yom Shabbat Kadsho. Souviens-toi du Shabbat. C'est quoi souviens-toi? Qu'est-ce que ça veut dire souviens-toi? Tac, 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 toute la halachot. Ok? Donc, lorsque Hashem il dit à Moshe Rabbeinu, il nous dit transmets-leur Zachor et Yom Shabbat Kadsho. Moshe Rabbeinu est comme ça, il dit ok. Je leur dis quoi? Je leur explique quoi? Je ne la connais pas, moi, cette halakha-là. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu, 40 jours et 40 nuits là-haut? Hachem, il le répétait en boucle. Zachor et Yom Shabbat, ça veut dire Zachor. Zachor, faut faire un souvenir. Un souvenir, c'est le kiddush. Est-ce que les hommes et les femmes sont tenus à la même mitzvah? Il leur explique. Oui, parce que c'est cette règle-là et cette règle-là. Donc, les hommes et les femmes ont la même obligation pour le kiddush. Très bien. Avec du vin ou sans vin? Si c'est possible avec le vin, il lui explique toute la Torah entière. Après les 39 travaux. C'est quoi les 39 travaux? Interdiction d'écrire. Ça veut dire quoi interdiction d'écrire? Interdiction de coudre. C'est quoi interdiction de coudre? Déchirer. Permis ou pas permis? Jusqu'à que Moshe Rabbeinu, il connaît tout. Ok? Donc quand Hachem il l'a dit à Moshe Rabbeinu, faut que vous fassiez Shabbat. Ok, mais ça veut dire quoi Shabbat? C'est ça qui a marqué ici. Kol mitzvot shenitnu lo le Moshe beSinaï. Toutes les mitzvot que Hachem il a donné à Moshe dans le Sinaï, il n'aura pas jeté le livre, il a dit maintenant débrouille-toi. C'est impossible. Parce que ce que Hachem lui demande, c'est précis. Donc il lui a donné le chumash, donc le texte, et sur le texte, Beferushan Nitnu. Ils ont été donnés avec l'explication. Quand par exemple il y a marqué, cette halakha-là vous la connaissez, c'est sûr. Quand il y a marqué, il a interdit de manger. Et celui qui va manger de la graisse interdite, eh ben, il va être punissable. Ça, c'est combien la graisse interdite qu'il est interdit de manger? Pardon, à partir de combien on est punissable? Vous connaissez tout la halakha, kazaït. Kazaït, c'est comme le volume d'une olive. Donc Moshe Rabbeinu lui a demandé à Hachem,
Hachem, quand tu dis c'est quoi manger? Manger, c'est goûter, mettre la langue, avaler, profiter. C'est quoi? Punition est égale 29 grammes kazaï. Donc, Hachem, il a été obligé de donner tout. Cependant, comme il y a marqué dans le passouk, je t'ai donné les tables de la loi, et dans le passouk, il y a marqué Atora vea mitzvah. C'est quoi Torah? Torah, ça, c'est la Torah écrite. Vea mitzvah, c'est la Torah orale. Alors, si je dis Torah orale, pourquoi j'appelle ça mitzvah? Parce que mitzvah, ça veut dire ordonner. Je vous ordonne de faire l'écrite par rapport à l'enseignement de la orale. Et ça va au contraire de tout ce que vous avez pu entendre. Nous, on fait que la Torah écrite, on fait que le truc. Tout ça, c'est des bêtises. Parce que déjà, tu ne peux pas comprendre la Torah écrite sans la Torah orale. Et Hachem, il a demandé de faire la Torah écrite par rapport à l'enseignement de la Torah orale. Parler de Bereshit. Mais à partir de Bo, on a l'obligation de fixer le mois. C'est terminé. Après, on ne rigole plus. Fixer le mois, c'est combien de mois? Le 29, un mois, c'est 29 jours. Est-ce qu'on doit fixer par rapport au soleil, par rapport à la lune? Comment on calcule la lune? Comment on calcule ça? Comment on fait une année comme cette année avec 2 mois de Hadar, etc., etc. Tout ça, c'est des détails. Donc ça, c'est à partir déjà de Parashat Bo. Le Command Pessah. C'est combien? Vous savez que sur le Command Pessah, il y a seulement sur le Command Pessah, il y a au moins 16 mitzvot différentes. Vous parlez de toute la Torah, de la Torah orale ou de la Torah écrite? Ah. Ben parce que c'est exactement ce qu'on a dit. C'est un mode d'emploi. C'est en fin de compte, tout notre travail à nous, c'est de comprendre le chumash parce que tout est dans le chumash. Moshe Rabbeinu, lui, le Ramam, il explique ça. Chaque maître, il avait le droit de noter pour lui. Mais interdiction d'en faire un livre. Parce qu'après, les gens, merci de tout notre cœur de faire partie du peuple d'Hachem. Mais nous, par rapport à tous, nous, par rapport à tous les autres peuples, on n'a pas eu de discussion. Ça n'existe pas un juif orthodoxe. Vous allez dans les autres religions, ok? Courant de théologique. Vous allez dans les autres religions, ok? Ceux-là, ils ne parlent pas à ceux-là. Ceux-là, ils font la guerre avec ceux-là. Ceux-là, c'est pas la même chose que ceux-là. Ceux-là, c'est pas la même chose que ceux-là. Et quand je leur explique aux gentils, comme on aime bien les appeler, donc quand je leur explique qu'il y a philosophie Chabad, ah bon, comme chez nous, il y a ça. Je dis, non, pas du tout, rien à voir. Rien à voir. C'est quoi la différence? Chez nous, un Tunisien, un Chabad, un Sfarad, un Ashkenaz, un Thémani, un Algérien. Non, les Algériens, non. Alors, non, je rigole. Heureusement, On est grâce à Dieu qu'il a épousé une Algéroise. Grâce à Dieu. Ah, c'était plus fort que moi, je pouvais pas, c'était obligé. Alors maintenant, donc, et donc, tout, ça n'existe pas. Un Américain, ce que vous voulez, comme j'ai l'habitude de dire, tout ce que nous, on n'est pas d'accord, c'est essentiellement l'emballage. On est tous d'accord des tefilines, on est tous d'accord des lanières noires, on est tous d'accord des bras, autour du bras. La seule différence, c'est ce que la lanière sur la main, tu vas la faire par le haut ou par le bas. Je vois pas l'histoire. Je vois pas l'histoire. Est-ce que maintenant tu dois chanter avec les chants comme ça ou les chants comme ça? Mais c'est la même Megillah pour tout le monde. Okay? Et tout ça, parce qu'en fin de compte, les Chachamim, ils ont eu comme ordre de protéger la Torah. Et tout ce qu'on doit connaître est à l'intérieur de ça. Alors que si on avait eu 2 livres de base, Torah écrite et Torah orale, à un moment, ils auraient dit, les Juifs, Moshe Rabbeinu nous a donné 2 Torahs. Donc celle-là, elle est plus importante que celle-là. Celle-là est plus riche que celle-là. Celle-là a plus de règles que celle-là. Mais si maintenant, là, on ne va pas comprendre. En fin de compte, ce qui a été bien, c'est que pendant toutes ces centaines plus de combien de temps? Plus de 1300 ans, je crois, à peu près 900, 400, ouais, 1300, non, 1000, ouais, 1500, 1400 ans,
après le don de la Torah, c'est la première fois où il y a eu un livre. Donc déjà, tous les ministres, ils ont eu le temps d'imprégner complètement qu'en vérité, tout ce qu'on peut étudier sur Terre doit se retrouver dans le fromage. S'il ne se retrouve pas dans le fromage, que tu racontes, c'est des bêtises. Okay? Donc c'est vraiment, vraiment primordial. Avant la traduction de la loi, enfin En vérité, il y a énormément, ça sera pour un autre cours, énormément de choses que les gens savaient déjà, puisque les Lévi'im, ils connaissaient déjà la Torah, etc. Beaucoup de choses que certaines personnes connaissaient déjà, mais ça a été d'un certain côté officialisé au moment du don de la Torah. Mais ça va changer que certains vont à la Yeshiva et connaissent, certains ne vont pas à la Yeshiva et connaissent. Donc c'est toujours la même histoire du monde, 20-80, 20. avant même que Dieu a Oui, parce qu'il y a une partie qu'on connaissait déjà. le connaissait avant. Oui, mais c'était essentiellement les lois concernant la croyance en Dieu. Essentiellement les lois concernant la croyance en Dieu. Toutes les autres lois, on n'avait pas. Bah, déjà pour commencer, le temple, on n'avait pas les lois. Les sacrifices, on n'avait pas les lois. Plein de choses, on n'avait pas les lois. Donc la connaissance essentielle de Dieu, la connaissance essentielle de la Torah était basée essentiellement sur la connaissance du monothéisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Croire en Dieu, l'unité de Dieu et tout ça. Toutes ces choses-là, aimer Hachem, toutes ces choses-là qu'on a déjà héritées par Abraham, Yitzhak, Yaakov. Mais après, plein d'autres mitzvot sont arrivés. Le Shema Israël, faire le Shema Israël matin et soir, a été donné comme mitzvah officiellement la 40e année du désert. Okay? Donc en fin de compte, on a eu 40 ans pour pédagogiquement que les bénis Israël soient au niveau de pouvoir encaisser toute la Torah entière. Yes? Yes? Alors, et donc, je termine juste cette phrase-là. Vetzivanu, je crois que c'est la 3e ligne. Vetzivanu la sota Torah al pi mitzvah. Et donc, nous avons reçu un ordre que lorsque maintenant je veux accomplir les mitzvot, connaître la Torah, je dois la connaître par rapport à la Torah orale. C'est la Torah orale qui me dicte comment je dois comprendre la Torah orale. Point à la ligne. Si quelqu'un un jour va vous dire, oui, mais bon, ça c'est les maîtres, c'est les rabbins qui ont expliqué ça, le rabbin il va répondre à ça. Mais en tout cas, hein? Oui, mais en fin de compte, Samaritains, les... Non, les libéraux. Ouais. Et donc? Non, je veux dire, on ne peut pas donner cet argument aux libéraux. Moi, je suis d'accord, mais parce que je crois dans le rabbin. Non. Le rabbin, c'est du mental. Un autre jour, je pourrais mieux expliquer. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que même eux, quand ils lisent la Torah, ils ne peuvent lire la Torah que par l'apport de la Torah orale. Parce que seulement la lire avec les voyelles, c'est eux-mêmes la Torah orale. Donc ce qu'ils disent, c'est n'importe quoi. Quand ils mettent un talit katan ou un talit pour Zahama, juste le talit en lui-même, c'est chaque point du talit est Torah orale. Où tu as vu dans le chumash comment on le donne. Donc en fin de compte, ce qu'ils disent, c'est n'importe quoi. C'est juste pour leur permettre de raconter ce qu'ils veulent, quand ils veulent, à qui ils veulent. C'est tout. Et pour leur permettre de faire n'importe quoi et personne ne va rien leur dire. Mais il n'y a aucune logique du début jusqu'à la fin. Aucune logique. Donc voilà. Mais sinon, okay. Donc après, il faut avoir les arguments. Mais ce qu'ils disent, c'est du n'importe quoi. Après, il y a des choses qui sont peut-être vraies, mais qu'en fin de compte, ils ne rentrent pas dans l'éthique de la Torah. C'est autre chose. Mais tout ce qu'ils disent, c'est n'importe quoi. C'est tout simplement n'importe quoi, vraiment n'importe quoi. Après, il y a plein de choses qui peuvent éventuellement ressembler, mais dès lors qu'ils contredisent ce qui a marqué dans la halakha, dans le Shulchan Aruch, déjà, c'est de base n'importe quoi. Et parce qu'ils parlent tout le temps en face de gens ou qui ne comprennent rien, ou parce qu'ils n'écoutent pas. Mais c'est vraiment n'importe quoi du Shulchan Aruch. Ils ne peuvent pas dire, ils peuvent croire que la Torah est écrite, puisque juste pour lire la Torah, j'ai besoin de l'apport de la Torah orale. Juste pour les sof pasouk, les arrêts, juste pour les voyelles, juste pour lire une chose, ina, ine et pas hena, ou pour n'importe quelle autre chose. Donc tout ça, on a besoin de la Torah orale. Sans la Torah, tu vas comprendre. La traduction, l'explication de Rashi qui explique le Chumash, c'est de la Torah orale.
Ça n'existe pas, on ne peut pas accéder au chumash, on ne peut rien comprendre au chumash s'il n'y a pas la Torah orale. Donc, voilà. Si vous avez encore la force, je voudrais faire un. Alors, donc, juste vraiment, parce que c'est pour répondre, pour terminer sur le point d'ici. Donc, non, ça y est, j'ai vraiment terminé. Donnez-moi la feuille, comme ça je vous dis où il faut le regarder. Je suis désolé. Vous prenez, vous avez la première page ici, vous prenez la deuxième page juste derrière, à la fin du premier chapitre. Ok? Et on va prendre, on va reprendre à partir de l'avant-dernière ligne. L'avant-dernière ligne du premier chapitre. Voilà. La troisième dernière ligne du chapitre. Ok? Alors, qu'est-ce qu'il est en train de. Là, le Rambam, il a fait un travail énorme. C'est quoi le travail qu'il a fait? C'est la traçabilité de tous les grands maîtres. Regardez, de tous les grands maîtres de la Torah. Ok? Alors, donc, on termine par Zecharia me Yehoyada. Donc, Zecharia, il a reçu la Torah de Yehoyada. Donc, je ne vais pas vous dire tous de chacun qu'est-ce qu'il était. Yehoyada, il a reçu la Torah du maître de son époque, Elisha. Elisha, il a reçu la Torah, donc la transmission de la Torah orale par Eliaou Hanavi. Eliaou Hanavi, il a reçu la Torah de Achia. Vous êtes avec moi ou pas? Ouais. Achia, qui était un maître, le prophète de son époque, lui-même a reçu la Torah de David Ameler. Donc, le maître de l'époque était David Ameler et son Beddin. David Ameler, il a été formé et a reçu le flambeau de la Torah de Shmuel. Shmuel, c'était le prophète qui a nommé David Ameler. Shmuel lui-même, il a reçu le flambeau de la Torah de Élie. C'était le maître de l'époque, le Kohen de l'époque. Élie, il a reçu de Pinchas. Pinchas, il a reçu toute la Torah orale. Ça, c'est la traçabilité de toute la Torah orale. Pinchas, il a reçu la Torah orale de Yehoshua. Yehoshua, on lui a transmis la Torah par Moshe Rabbeinu. Yehoshua, il a reçu la Torah par Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, il a reçu la Torah de Mipi Agvora, de Akadosh Baruch. Nimtza, il se trouve. Nimtza, il se trouve. Les femmes, c'est elle qui a organisé pour que les hommes ils puissent étudier la Torah. Sans les hommes, sans les femmes, les hommes ne peuvent pas étudier la Torah. Nimtza, chez Kulam. De là, on en déduit, chez Kulam, que tous ces maîtres-là, toute la Torah orale qu'on a depuis jusqu'à la clôture de la Gemara, Nimtza, chez Kulam et Hachem, Elokei Israël. Tous proviennent directement de Hachem. C'est-à-dire, il n'y a eu aucune invention par aucun Rav. Aucune invention. Traçabilité totale des 613 mitzvot et des explications des 613 mitzvot. Mais aucune invention, mais il y a bien. Oui, c'est-à-dire à chaque fois que ça a été inventé, il y a une interprétation. Quand on dit qu'on doit dire. Un instant. Ici, il y a OK. Là, il y a un AirPod. On est d'accord? Très bien. Combien j'ai de manières de rentrer le AirPod? Une seule. Je peux le rentrer avec 2 doigts. Je peux le rentrer avec le pouce. Je peux faire comme ça. Je peux faire comme ça. Je peux faire comme ça. Je peux poser comme ça. Et à chaque fois, ça peut provoquer autre chose. Et ça sera toujours les mêmes boîtiers d'AirPod. L'interprétation qu'un Rav il peut donner ne peut être que sur une certaine forme, dans de certaines conditions. Il ne peut pas donner, et aucun Rav sur Terre ne peut donner une interprétation. Peut-être que ça, c'est pas des AirPods. Non, ça tu racontes n'importe quoi. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tu dégages, tu sors de la yeshiva. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Oui, mais peut-être on a mal compris. Tous les élèves ici qui sont là, pour vous donner une petite idée mémotechnique. Des fois, quand je lis à la Torah, je fais quasiment jamais de fautes. Non, je rigole. Et merci. Ok. Quand je fais des fautes, on me fait la remarque ou pas?
Si. Si, Bien sûr, tout le monde me fait la remarque. Tout le monde me fait la remarque. Pourquoi tout le monde me fait la remarque? Et pourquoi je ne pourrais pas faire ce que je veux? Mais si tu continues un Shabbat, deux Shabbats de ne pas relever les fautes, on dégage, monsieur le rabbin. Parce que le Rav, par définition, il est là pour enseigner. Il n'y a pas que des ignorants. Il y a bien un endroit où il y a quelqu'un qui sait au moins lire un Chumash. Ben donc, ce quelqu'un-là, il va dire Rav Israël, il fait n'importe quoi. Ou n'importe quel Rav sur terre, il fait n'importe quoi. Oui, merci. Et donc il fait n'importe quoi. Donc, en fin de compte, chacun, il a un garde-fou de absolument tout. Donc, en fin de compte, non, il ne peut pas, aucun Rav sur terre vous dira c'est pas des AirPods. C'est n'importe quoi parce que c'est des AirPods. La seule chose qu'il va faire, il va te dire non, il faut les charger une fois tous les 2 jours. L'autre, il va te dire non, tu peux les charger deux fois par jour, c'est pas grave, t'inquiète pas, c'est conçu pour ça. Bon, il va s'esquinter plus tôt, il va s'esquinter moins tôt, mais ça sera toujours un détail sur l'exploitation de ce que tout le monde est déjà d'accord de par essence. C'est-à-dire que ça est égal. Les 613 autres, on sait c'est quoi. Les grands principes des 613 autres, on sait c'est quoi. Dans quel cas, on sait c'est quoi. Après, pour vous donner un dernier exemple pour comprendre, que vous compreniez un peu sur quoi il discutait. Est-ce qu'on a le droit de faire la Hamida pieds nus? Vous demandez à un rabbin ashkénaze. Alors, je suis un Israélien, j'habite en Israël. Je vais demander à un rabbin ashkénaze. Il va te dire, mais non, jamais de la vie, mets des chaussettes. Et encore, en Israël, maintenant, ça doit changer. Mets des chaussettes. Je vais demander à un rabbin sfarad. Il va dire, bien sûr, il n'y a aucun problème. Ils sont tarés, les deux. Comment les deux, ils sont tarés? Ils n'ont pas le même Shulchan Aruch. Ils ont le même Shulchan Aruch. Mais dans le Shulchan Aruch, il y a marqué un principe qui est, tu t'habilles comme tu es censé t'habiller dans ton endroit. Dans les pays arabes, tout le monde marche pieds nus. Il n'y a que les tzadikim qui ne laissaient pas leurs pieds dépasser. Tout le monde marche pieds nus. OK? Donc, en fin de compte, c'est comme ça qu'on s'habille. Même quand on va voir le roi, on s'habille, on est pieds nus. On est pieds nus. Dans les pays ashkénazes, qui a toujours fait froid, ça n'existe pas d'être pieds nus. Donc, un Rav ashkénaze, l'élève va lui dire, je suis ashkénaze, mais je ne comprends pas, tout le monde prie pieds nus. Il va répondre, je ne sais pas. C'est quoi, je ne sais pas. Il a qu'à rappeler son copain Rav Sfarad. Il te dit, je ne sais pas, pour nous les ashkénazes, je ne sais pas quoi te dire. Nous, les ashkénazes, on ne prie pas pieds nus. Pourquoi on ne prie pas pieds nus? Ça, dans le Shulchan Aruch ashkénaze, pour vous donner un exemple, le Admor Hazaken dans le Shulchan Aruch, il nous dit que quand tu veux enlever tes chaussettes, tu les enlèves sous la couette. À tel point que tu n'as pas le droit de montrer tes pieds. Pourquoi? Parce que comme tu es dans un pays ashkénaze et donc il faisait tout le temps froid, donc de la même manière que tu ne veux pas avoir ici découvert parce que c'est pas Tniout, eh ben, pour un pays ashkénaze où ça n'existe pas de découvert parce qu'il fait tout le temps froid, donc les pieds, c'est pas Tniout. Nous, on se permet de marcher pieds nus à la maison, on ne se permet pas de marcher pieds nus à l'extérieur. Dans les pays chauds, on ne se permet pas de marcher avec des chaussures. Okay? Donc, le rabbin Sfarad, il va connaître par cœur ces questions-là, parce que c'est des questions qu'il traite tous les jours. Le rabbin Ashkenaz, il ne connaît pas. Mais ils sont tous d'accord avec le même principe. La Hamida, on est censé être habillé, parce que le principe c'est là, comme lorsqu'on se présente un prince, un roi, une personnalité importante. Mais en Israël, dans les mariages, ils sont habillés normal, zarma, bien classe, et ils arrivent avec des sandales. Ok? Mais non, mais comme pieds nus, c'est sandales. Pieds nus, c'est sandales, c'est sandales. Pieds nus, c'est les nus. Pieds nus, c'est sans chaussettes. Pieds découverts. Ok? Bah, en fin de compte, c'est pas loin d'être la même chose. Ok? C'est pas loin d'être la même chose. Vous allez en Israël ou dans les pays très chauds, mais ils ont. Bon, aujourd'hui, on met les baskets et tout ça. Mais combien je connais des gens, ils étaient toute la journée en sandales. Même pas en sandales, en claquettes, là. En tongs. Ils vont voir le policier en tongs, ils vont voir le truc en tongs, ils vont à la mairie en tongs, ils vont au mariage en tongs, ils vont partout en tongs. Mais pourquoi ils vont en tongs? Parce qu'on ne met pas de chaussures et de chaussettes. Vous avez compris? Donc, le principe, c'est le même partout. C'est-à-dire, on doit être habillé comme lorsqu'on va avoir une personnalité. Dans les pays froids, ça n'existe pas de ne pas être habillé en costume, normal.
Donc c'est pour ça que les juifs orthodoxes mettent un costume pour mettre les choses. Dans les pays, Sfarad, qui était la majorité chaud, être en sandales, en babouche, en tongs, en ce que tu veux, c'est la normalité. Le roi ne va pas être vexé si tu arrives devant lui en pieds nus. Vous avez compris? Donc, en fin de compte, le principe est le même pour tout le monde. Ça, c'est des AirPods. La tefila, on l'a fait de cette manière-là. Habillé comme si on va voir un prince. Sauf que le prince, dans les pays chauds, on va le voir aussi pieds nus. Le prince, dans un pays froid, on va le voir que habillé. Ok? Donc, en fin de compte, c'est ça. C'est exactement ça le truc. Le truc, c'est que grâce à la protection de tous les maîtres, et ben, en fin de compte, depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à le dernier maître, qui était Ravina et Ravashi, et ben, en fin de compte, traçabilité totale de la Torah. Et donc, ce que vous appelez interprétation, c'est comment j'utilise l'AirPod. Mais tout le monde est d'accord qu'on est l'AirPod. Comment je fais la tefila? Tout le monde est d'accord sur le même principe de la tefila, sauf, est-ce que ça fait quelque chose? Voilà. Chazak Bao, je vous libère. Extraordinaire dans la Torah, c'est que autant qu'on a une obligation d'écouter ce que les maîtres disent, donc c'est l'ot yassou minadavar sheyagidou lecha yamin usmol. Donc il est interdit absolument pour un juif de ne pas respecter ce que les maîtres ont ordonné. C'est une interdiction et je vous donne même pas la punition. Interdiction totale. Mais en même temps, les maîtres ont l'obligation de dire ce qu'eux, ils ont rajouté. Et ça aussi, c'est un avantage extraordinaire. Vous allez dans le Shulchan Aruch, ce qui est Minatora, il y a marqué c'est la Torah. Ce que nous, les maîtres, non, je suis rien du tout, c'est que nous, les maîtres, ont rajouté, c'est nous qui avons rajouté. Nous, les juifs simples, on sait qu'on doit respecter et la Torah et les maîtres, mais au moins c'est écrit. Pourquoi? Parce que les maîtres ont une interdiction de rajouter sur la Torah. Mais ils ont une obligation de protéger la Torah. Un exemple tout simple. Et ils ont par exemple une autre règle. C'est qu'ils n'ont pas le droit de protéger leur protection. Pour vous donner un exemple tout simple. Un exemple classique, simple. Il est interdit, la Torah nous interdit d'arracher une feuille d'un arbre. Qu'est-ce qu'ils ont fait les maîtres? Ils nous ont interdit de grimper dans les arbres. Donc, il est interdit de grimper dans les arbres. J'ai envie de me reposer. Je vais marcher dans le bois. Il m'est interdit de grimper un arbre. OK? Donc, ils ont mis une barrière. Pourquoi? Si je grimpe dans un arbre, je laisse mon enfant grimper dans un arbre, il y a une feuille qui va le déranger, on arrache. Et arracher, c'est interdit par la Torah. Par contre, les maîtres n'ont pas le droit de dire il nous est interdit de nous rapprocher de l'arbre. Pourquoi? Parce que s'ils nous disent il nous est interdit de nous rapprocher de l'arbre, de peur qu'on monte dans l'arbre, de peur qu'on arrache une feuille, cela veut dire qu'ils ont mis double protection à l'interdiction de la Torah. Et les maîtres eux-mêmes, ils n'ont pas le droit de mettre double protection à la protection de la Torah. Ils n'ont le droit de mettre qu'une seule protection, pas de double protection. Pourquoi? Parce que grâce à cela, on n'est pas comme dans les autres courants théologiques. Dans les autres courants théologiques, ils ont à chaque fois les nouvelles décisions de chacun de leur époque ont été gravées dans le marbre de leur religion. Alors qu'en fin de compte, ce n'était pas leur religion, c'était des gens qui ont changé la loi au fil du temps et au fil de la vie. OK? Et donc, enfin, alors que chez nous, Baruch Hashem, merci à Kadosh Baruch Hu, mais en fin de compte, ce que Hashem a dit à Moshe Rabbeinu, ce qui est marqué dans le Chumash, c'est les enseignements d'Hashem à Moshe Rabbeinu sont écrits, ça s'appelle Toraïque, et le reste s'appelle Raminique. On a l'obligation de suivre tout le monde, mais on sait c'est quoi la différence. En général, la différence, elle est là quand par exemple il y a un doute, quand par exemple il y a un problème, on appelle le Rav, qu'est-ce que je fais? Alors il vous demande, est-ce que c'était à chaud, pas à chaud? Pourquoi il vous demande est-ce que c'était à chaud ou pas à chaud? Si c'était à chaud, ça rentre dans un problème thoraïque. Si c'était à froid, ça rentre dans un problème rabbinique. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc nous, on a l'obligation de suivre tout ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch, thoraïque et rabbinique, mais les rabbins n'ont pas le droit de nous faire peur et nous dire non, ça aussi c'est thoraïque. Si c'est pas. S'ils le font et ils ne nous disent pas que ça c'est thoraïque, et ça c'est rabbinique, ils transgressent eux-mêmes une interdiction de rajouter dans la Torah. Donc leur job à eux, aux rabbins, c'est de protéger la Torah. Et pour une raison extrêmement logique. Les Chachamim, la Torah l'a dit, j'ai pas le droit d'arracher une feuille. Ça c'est un arbre.
les Chachamim nous disent, tu n'as pas le droit de monter sur l'arbre. Mais imagine maintenant que demain, un Rav, il nous dit, mais moi j'ai peur quand au final ils sont à côté de l'arbre, ils s'appuient sur l'arbre. Bah, peut-être qu'ils vont monter dans l'arbre. Allez, aujourd'hui je me réveille et je dis, il m'est interdit de me rapprocher à moins de 2 mètres de l'arbre. Passe une ou 2 générations, ben, en fin de compte, non, c'est trop léger. Les gens, ils se rapprochent des 2 mètres. Alors non, on va faire à 5 mètres. Et à la fin, ils vont nous sortir une loi, il est interdit d'avoir des arbres dans son jardin. De peur qu'on se rapproche des 15 mètres, de peur qu'on se rapproche des 14 mètres, interdiction. Donc les Chachamim ont une interdiction qui a été dictée par eux-mêmes. Ils ont l'interdiction de faire une protection à leur protection. On a le droit d'avoir qu'une seule protection autour de la tente. Khazak. Bien qu'il y a plein de choses à dire, mais je pense que c'est le même, ou c'est peut-être Moshe Rabbeinu qui l'a transmis, mais en tout cas, a priori, ça doit être une interdiction de Rabbi. C'est une des règles, une de leurs règles. Ils n'ont pas le droit de mettre une protection à une protection.